L'histoire débute dans un somptueux manoir où Kunan, un jeune garçon aveugle, est assis en silence, entouré de proches au sourire doux et compatissant. On lui a toujours dit que ses yeux ne fonctionneraient jamais. Et à cause de cela, il se demandait souvent ce que signifiait réellement voir. Son père lui expliqua que c'était la capacité de reconnaître les couleurs et les formes. La raison de la cécité de Kunan, il s'avère, est liée à un étrange symbole gravé dans ses yeux, la cicatrice du héros, un vestige mystérieux qui proviendrait du légendaire chevalier Ister-Uglia. Son père lui dit que ce n'était pas une honte, que c'était loin d'être ordinaire, et que Kunan devait le porter avec fierté, sans baisser la tête de honte. Mais même avec ces mots, il entendait toujours les domestiques chuchoter quand elle pensait qu'il ne pouvait pas. Quelle tragédie, comme elle le plaignait profondément. Kunan les entendait, mais il n'a jamais compris pourquoi on plaindrait quelqu'un, simplement parce qu'il ne pouvait pas voir. Plus tard ce jour-là, son instructrice de magie arriva, et une domestique le conduisit doucement à l'étude. En chemin, il lui demanda s'il y avait un intérêt à apprendre la magie. Iko lui répondit doucement que ce serait dommage de gâcher un tel potentiel. Après tout, il était né avec un blason d'eau, et ce n'était pas rien. Cela signifiait qu'il pouvait manier la magie, un don rare et précieux. C'était donc une chose dont il fallait être fier, mais Kunan n'en voyait toujours pas l'utilité, et même s'il maîtrisait la magie, il aurait toujours besoin de quelqu'un pour le guider partout. Arrivé à l'étude, la professeure se présenta comme génie et dit que ce serait un honneur de l'enseigner. Peu après, ils commencèrent la leçon et, à la surprise générale, Kunan réussit le premier sort du premier coup. En une seule tentative, il conjura une petite sphère d'eau. Bien sûr, comme il ne pouvait pas la voir, il ignorait à quoi elle ressemblait. Génie expliqua qu'il avait créé une boule d'eau flottante à peu près de la taille d'un œil. En entendant cela, quelque chose s'éveilla soudainement en Kunan. S'il maîtrisait suffisamment bien la magie, peut-être pourrait-il créer de nouveaux yeux avec son pouvoir pour voir. Et cette petite idée alluma un feu en lui. Dès ce moment, Kunan s'accrocha à une seule conviction. S'il s'entraînait assez dur, un jour, la magie lui permettrait peut-être de voir les couleurs et les formes comme tout le monde. Puis, un après-midi, pendant le déjeuner, quelque chose d'inhabituel se produisit. Kunan devint curieux de savoir ce qu'il y avait réellement dans son sandwich. Et pour la première fois, il posa des questions sur les ingrédients. Alors Iko, ravi, les lui décrivit un par un avec chaque détail, et préparer ses repas devint soudain plus significatif, maintenant qu'il était enfin curieux de ce qu'il mangeait. Après le déjeuner, Flora, la tutrice de Kunan, passe le voir pour lire avec lui et lui demande quelle histoire il a envie d'entendre aujourd'hui. Sans hésiter, Kunan dit qu'il veut entendre parler du légendaire chevalier Ister-Uglia. Flora marque une pause, visiblement prise au dépourvu, car elle sait pertinemment qu'Ister est le héros même lié à la cécité de Kunan. La domestique remarque son hésitation et lui fait un pouce levé confiant, signalant que tout ira bien. Flora hoche la tête, acceptant de continuer, mais demande doucement à Kunan de lui dire si l'histoire devient trop bouleversante. Mais il l'assure que ce ne sera pas un problème, disant qu'il veut absorber chaque parcelle de connaissances, aussi lourde soit-elle. Alors que Flora commence à raconter l'histoire, Kunan apprend qu'il y a des siècles, les champions du monde s'affrontèrent dans une guerre brutale contre le roi démon. Ister, salué comme le plus grand guerrier de la nation, réussit à abattre le seigneur démon. Bien que cela lui ait coûté cher, il en sortit victorieux, mais avec un bras et une jambe perdus au combat. Depuis cette bataille, on dit que certains de ses descendants naissent incomplets, manquant de membres, d'yeux ou d'autres parties de leur corps. Ces enfants sont donc souvent étiquetés comme le héros réincarné ou les porteurs de la cicatrice du héros. Mais même en écoutant, Kunan rejette cela tranquillement comme des balivernes. Au fond de lui, il sait que cela n'a rien à voir avec lui. Sa vie n'est pas l'écho d'un conte héroïque, c'est la sienne, et ce qui compte vraiment, ce n'est pas un mythe ou un héritage, c'est ce qu'il peut accomplir par la magie. Il se fiche d'une cicatrice légendaire. Ce qui l'intéresse, c'est de libérer tout le potentiel de son pouvoir, et il a déjà pris sa décision. Il trouvera un moyen de créer de nouveaux yeux grâce à la magie, quoi qu'il en coûte, mais la quantité colossale d'entraînement magique dans laquelle il se jette finit par pousser son jeune corps au-delà de ses limites, et il s'effondre d'épuisement total. Iko se précipite à ses côtés et le ramène à l'intérieur pour qu'il se repose. Une fois qu'il a eu le temps de récupérer, Kunan, plus déterminé que jamais, réalise qu'il doit se surpasser, tant mentalement que physiquement. Et s'évanouir à cause d'un abus de magie ne suffira pas pour quelqu'un qui poursuit un rêve aussi grand. Alors, s'il veut manier la magie longtemps sans faiblir, il doit aussi renforcer son corps. Iko lui suggère de commencer l'escrime pour développer son endurance et ses muscles, et de manger davantage pour soutenir sa croissance. Pourtant, elle le prévient que tout doit progresser graduellement. Tout accumuler trop vite pourrait faire plus de mal que de bien. Sa décision prise, Kunan se plonge dans son nouveau régime sous la houlette de Maître Uro. L'entraînement est éreintant et le laisse épuisé, mais petit à petit, Kunan tient le coup. Les progrès sont lents mais constants et c'est ce qui compte. Quand vient l'heure de sa leçon de magie, Génie arrive sur le terrain d'entraînement et Maître Uro s'écarte discrètement pour leur laisser de l'espace.
Jenny s'approche et remarque à quel point elle est impressionnée de le voir apprendre le maniement de l'épée en plus de tout le reste. Coonan hoche la tête, confirmant qu'il y travaille, expliquant que s'il est sérieux au sujet de son objectif, il aura besoin d'une quantité ridicule d'endurance pour le soutenir. Jenny avait toujours vu Coonan comme le type silencieux et pensif, mais aujourd'hui, il est complètement différent. Il n'y a plus aucune trace de ce regard vide dans ses yeux. Maintenant, un but y brûle, ils commencent leur séance de magie et Jenny lui demande d'exécuter le même sort qu'ils ont pratiqué la dernière fois. À l'époque, Coonan avait à peine réussi à conjurer un seul orbe d'eau, mais maintenant, sans hésitation, il en invoque 7 à la fois. Jenny est stupéfaite car elle ne lui a enseigné aucune nouvelle technique, et pourtant, il a réussi à faire un bond en avant tout seul. Ce même après-midi, la princesse Myrika, la fiancée de Coonan, doit lui rendre visite. L'idée de cette rencontre la met mal à l'aise. Coonan a toujours été trop renfermé à son goût, et bien qu'elle comprenne que ce mariage est une affaire de devoir royal, l'idée d'être liée à quelqu'un d'aussi distant émotionnellement la laisse de marbre. Mais dès qu'elle entre dans le manoir, elle remarque que quelque chose a changé. Coonan se tient différemment. Il a une étincelle maintenant et leur conversation coule comme jamais auparavant. Il lui montre même ses progrès en magie de l'eau et à sa surprise, elle trouve cela vraiment fascinant. Ils passent toute la journée ensemble et cela s'avère être un moment étonnamment agréable. Sur le chemin du retour en calèche, Myrika ne peut s'empêcher de rougir, son esprit revenant à la façon dont il parlait, à la façon dont il souriait. Quant à Coonan, cette rencontre le laisse silencieusement pensif. Il réalise qu'il a négligé Myrika tout ce temps, considérant sa présence comme acquise. Alors, avec une nouvelle détermination, il va directement voir Flora et lui demande de lui apprendre à se comporter comme un vrai gentleman, digne de la main de Myrika. Cette nuit-là, Jenny se surprend à rejouer la séance d'entraînement de Coonan dans sa tête. Peu importe comment elle le tourne, le fait qu'il lance sans effort 7 sphères d'eau à la fois est difficile à ignorer, d'autant plus qu'elle-même n'y est jamais parvenue. Il devient douloureusement évident que Coonan a déjà maîtrisé les fondamentaux de la magie de l'eau, ce qui la laisse avec presque rien de nouveau à enseigner. Quelle galère! N'empêche, il faut bien qu'elle continue à gagner sa croûte, alors elle décide qu'il est temps de changer sa stratégie d'enseignement. Le lendemain, pendant leur leçon, elle introduit un nouveau concept, décomposant la magie de l'eau en étapes distinctes, générer l'eau, la suspendre en l'air et maintenir sa forme. Pour démontrer, elle conjure 2 orbes d'eau, l'un brûlant de vapeur et l'autre glacial, puis explique que la vraie maîtrise vient du contrôle de la nature même de la magie. C'est ce qui distingue les mages expérimentés des novices. Coonan prend ces mots très au sérieux et décide de tester la méthode sur le champ. Il utilise sa magie pour remplir une tasse d'eau, puis la tend à Iko et lui demande d'y goûter. Elle prend une gorgée, marque une pause, puis remarque que l'eau a un goût étrangement de pomme. Jenny garde un visage impassible, mais au fond d'elle, elle bouillonne de rage. Encore une fois, Coonan a assimilé quelque chose de nouveau presque instantanément, avant même qu'elle n'ait eu le temps de l'expliquer correctement. Ce soir-là, Coonan ne ferme pas l'œil. Il reste éveillé, s'entraînant sans relâche, déterminé à maîtriser pleinement la technique que Jenny lui a montrée. Il se concentre intensément sur la visualisation des pommes, leur forme, leur parfum, chaque petit détail. Il réussit la plupart des choses, mais peu importe ses efforts, il n'arrive pas à se représenter leurs couleurs. Cela devient un obstacle majeur. S'il ne peut pas imaginer les couleurs, alors créer ses propres yeux par la magie restera hors de portée. Mais Coonan ne recule pas et jure de continuer à essayer, peu importe le temps que cela prendra. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Coonan tente à nouveau sa chance. Il conjure un orbe d'eau et le déplace doucement au-dessus des pommes posées sur la table. Soudain, son corps se redresse brusquement et ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. Iko se précipite vers lui, inquiète, et demande ce qui ne va pas. Mais l'expression de Coonan passe à l'excitation alors qu'il lâche qu'il peut voir les couleurs. Au début, Iko suppose qu'il imagine des choses, jusqu'à ce qu'il pointe la corbeille de fruits et nomme avec précision 2 pommes vertes et 3 rouges. Elle vérifie et quand elle réalise qu'il a tout bon, ses yeux se remplissent de larmes de joie. Sans hésiter une seconde, elle le serre fort dans ses bras, folle de joie devant sa percée. Iko se précipite alors pour annoncer l'incroyable nouvelle au père de Coonan, expliquant avec enthousiasme que Coonan peut désormais utiliser la magie pour voir les couleurs. Elle ajoute que plus un objet est proche et plus sa forme est clairement définie, plus il lui est facile d'en identifier la couleur simplement en le touchant. Plus étonnant encore, elle mentionne que cette capacité permet désormais à Coonan de lire des livres en traçant l'encre sur chaque page et en reconnaissant la couleur des lettres. Bien qu'il n'ait pas encore tout à fait appris à lire les mots, elle est convaincue qu'il ne tardera pas à y arriver aussi. Le père de Coonan est fou de joie de cette nouvelle et déborde de fierté, sentant que son fils fait enfin de réels progrès indéniables. Le lendemain matin, Coonan décide de surprendre Jenny avant son arrivée en lui montrant un énorme orbe d'eau rouge qu'il a créé avec sa magie. Il est entièrement concentré, formant soigneusement le sort jusqu'à ce que de nulle part,
toute sa famille apparaissent soudainement et que le choc le déstabilise complètement. Il perd le contrôle et l'eau rouge explose dans toutes les directions, l'imprégnant lui et Hiko de la tête aux pieds. La scène le laisse comme s'il avait été aspergé de sang, ce qui fait hurler sa mère d'horreur et la fait s'évanouir. Kunan cligne des yeux, confus, se demandant ce qui vient de se passer jusqu'à ce que Hiko explique calmement que le sang est rouge et que voir son fils en être couvert a probablement un peu trop effrayé sa maman. On ne la refera pas! Le père de Kunan ne perd pas une seconde et réprimande sévèrement son fils pour avoir causé une telle frayeur, déclarant que son argent de poche sera coupé pendant 2 mois entiers. Puis il se tourne vers Hiko et annonce que son salaire sera réduit pendant 3 mois d'affilée. Ça, c'est de la justice! Au moment où ces mots frappent de ses oreilles, Hiko, qui vit et respire pour sa paix, s'évanouit instantanément. Au même moment, caché juste hors de vue derrière un buisson voisin, Jenny observe silencieusement toute la scène se dérouler. Alors qu'elle assimile tout cela, une pensée lui traverse l'esprit. Kunan est bien plus doué qu'elle ne l'avait imaginé. Et au rythme où il progresse, elle ne peut s'empêcher de croire qu'il pourrait un jour obtenir le titre magique le plus élevé du monde, le légendaire sorcier céruléen. Quelques jours plus tard, le père de Kunan évoque l'idée de l'envoyer à l'école. En entendant cela, son frère aîné Ixio est pris au dépourvu et souligne que Kunan n'a même jamais mis les pieds hors du domaine. Gurian est d'accord, mais dit que c'est précisément pourquoi il veut qu'il y aille, pour aider son petit frère à apprendre à s'adapter au monde réel. Ce moment frappe Ixio d'un flashback de leur jeunesse quand il avait essayé de guider Kunan dehors pour jouer. Kunan était nerveux, alors Ixio lui avait proposé de lui tenir la main tout le temps, mais juste au moment où il se tournait pour le faire sortir, il trébucha dans les escaliers et s'étala de tout son long. Revenant au présent, Ixio cache sa nervosité et assure à leur père qu'il fera tout son possible pour soutenir Kunan. Le lendemain matin, Hiko observe avec amusement Kunan jouer avec un bol d'eau. Il explique qu'il a enchanté le plat avec de la magie et l'a transformé en un outil de diseuse de bonne aventure, juste pour le plaisir. Hiko saute sur l'occasion et lui demande de l'utiliser pour vérifier si sa jeunesse perdue depuis longtemps est toujours en vie. Il sourit et lui dit qu'elle est toujours dans la fleur de l'âge. Pas encore satisfaite, elle le taquine en lui demandant s'il peut lui dire qui sera son futur mari. Kunan esquisse un sourire et répond que quelqu'un d'aussi magnifique qu'elle n'aura jamais de pénurie d'admirateurs. Flora observe les deux se chamailler et plaisanter et commence à se demander si c'était vraiment une bonne idée d'apprendre à Kunan à faire des blagues comme ça. Plus tard, Flora commence une leçon avec lui tandis que Kunan continue de lancer des plaisanteries comme un pro. Elle se demande s'il n'est pas en train de devenir un dragueur impénitent, mais au fond d'elle, elle est juste heureuse de voir à quel point il a changé. Son sourire est plus éclatant maintenant et son humeur plus légère. Une fois la leçon terminée, Hiko l'emmène dehors pour rencontrer son père. Ayant froid, elle lui demande de conjurer des boules d'eau chaude. Kunan s'exécute mais se sent mal à l'aise, se demandant pourquoi son père voudrait le voir si tard. Hiko lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a rien fait de mal. À moins de compter cet incident d'explosion de sang d'il y a quelque temps, bien sûr. Kunan rétorque que c'est elle qui l'a convaincu de le faire au départ, mais il admet que c'était plutôt amusant. Peu après, ils atteignent le domaine principal où le majordome en chef Balin les accueille. Peu après, le frère aîné de Kunan apparaît et les conduit tous deux vers la chambre de leur père. En marchant, son frère demande si Kunan a besoin d'aide pour se déplacer. Kunan secoue rapidement la tête, lui rappelant qu'il peut très bien sentir son environnement maintenant. Son frère hoche la tête, bien que le souvenir de son échec de la dernière fois persiste dans son esprit. Peu après, ils entrent dans une pièce où les deux parents de Kunan les attendent déjà. Une fois Kunan et son frère à l'intérieur, Hiko et Balin restent devant la porte. Alors Gurian se tourne vers Kunan et lui demande s'il est ouvert à l'idée de fréquenter une vraie école. Kunan refuse immédiatement, disant qu'il ne veut pas être un fardeau pour les autres qui devraient s'occuper de lui tout le temps. Il ajoute qu'il a quelque chose d'important sur lequel il travaille à la maison et se demande si c'est vraiment si grave de ne pas y aller. Gurian explique que si c'est normalement obligatoire pour les enfants nobles d'aller à l'école, il a réussi à obtenir une exemption spéciale de l'empereur pour que Kunan puisse rester à la maison en raison de sa condition. Kunan n'est pas enchanté, il soupçonne du favoritisme et le dit, mais Gurian écarte l'idée et lui dit de rester concentré. Il essaie une fois de plus de faire changer d'avis Kunan sur le fait de rester à la maison. Mais Kunan esquive le sujet et demande plutôt s'il peut récupérer son argent de poche. Malin le petit! Cela met Gurian hors de lui et les deux se lancent dans un vif échange. Heureusement, sa femme intervient et lui rappelle la raison de cette discussion. Reprenant son calme, Gurian revient au sujet et explique que tout cela concerne Mirika. Il souligne que tout noble qui néglige ses devoirs finit par être ostracisé, et si elle épouse quelqu'un considéré comme sans éducation, le contre-coup retomberait aussi sur elle. Cela frappe Kunan plus fort que prévu, et après y avoir réfléchi, il accepte finalement de tenter l'école. Toujours agacé par toute la situation, Kunan est au moins un peu réconforté lorsque Gurian clarifie qu'il n'a pas besoin d'y assister à plein temps, juste de se présenter aux examens annuels de progression. Tant qu'il se présente 5 fois aux épreuves, il sera admissible à l'obtention du diplôme, et cette nouvelle remonte vraiment le moral de Kunan. Ouf! Ixio intervient pour rappeler à Kunan que Mirika et lui sont des élèves plus âgés, donc ils l'aideront à s'installer.
Sa mère s'anime, excitée à l'idée de préparer l'uniforme de son fils. Ah, la mode scolaire! Elle appelle Iko et toutes deux partent prendre les mesures de Kunan avec Ixio qui les suit. Gurian l'arrête juste avant qu'il ne puisse partir, le prévenant que certains nobles pourraient donner du fil à retordre à Kunan et Mirika à l'école. Ixio comprend l'allusion et l'assure qu'il gardera un œil et soutiendra son frère du mieux qu'il pourra. Le lendemain matin, Kunan dit à Mirika qu'il a décidé de s'inscrire. Elle s'illumine, clairement heureuse qu'ils puissent à passer plus de temps ensemble. Kunan admet qu'il est un peu nerveux à l'idée d'être dans un tout nouvel endroit, alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle veillera sur lui. Il la remercie mais ne peut s'empêcher de penser qu'il pourrait bien créer des remous avec ses admirateurs. Ça promet! Quand il aborde le sujet, Mirika essaie de balayer ça d'un revers de main, ce qui rend Kunan méfiant. Il lui demande si elle est vraiment populaire à l'école et elle se redresse aussitôt, déclarant fièrement que 5 garçons ont le béguin pour elle, rien que ça. Kunan soupire, réalisant qu'il ferait mieux de se préparer à affronter quelques jeunes jaloux. Ensuite, Kunan enfile son uniforme, se préparant pour son premier jour d'école. Alors qu'il sort vers la calèche, Iko ne peut s'empêcher de s'extasier sur sa belle allure et Kunan lui rétorque une blague suffisante sur son charme irrésistible avant de monter dans la calèche. Mais juste avant de partir, il lance un sort à base d'eau pour recouvrir les roues d'un gel doux. Après avoir dit au revoir à sa famille, Kunan se dirige enfin vers la ville. Pendant qu'ils sont en route, Ixio remarque à quel point la calèche glisse en douceur sur le terrain accidenté. Kunan explique qu'il a créé le sort pour absorber toutes les secousses, soulignant que personne n'a envie de se taper un mal de dos juste pour un trajet à l'école. Fier de son travail, il se demande si devenir technicien magique ne serait pas une mauvaise carrière à l'avenir. Qui sait? Ixio lui demande alors si Kunan est nerveux, mais Kunan secoue la tête, disant qu'il est beaucoup plus fort qu'avant. Il remercie Ixio pour tout son soutien au fil des ans et s'excuse d'avoir été un fardeau lorsque sa condition était au plus mal. Il dit aussi à son frère de laisser tomber la culpabilité concernant cet accident, disant que c'est du passé maintenant. Ixio est pris au dépourvu, mais Kunan reste ferme et dit qu'il est prêt à continuer d'avancer, peu importe les difficultés du chemin. Ixio sourit, voyant le chemin parcouru par son petit frère depuis ses jours sombres. Mais alors Kunan monte soudainement d'un cran, affirmant audacieusement qu'il vivra plus longtemps que le monde entier, juste pour profiter pleinement de la vie. Rien que ça, Ixio cligne des yeux, se demandant si cette nouvelle attitude n'est pas l'œuvre d'Iko. Alors qu'ils approchent des portes de l'école, Ixio est une fois de plus impressionné lorsque Kunan perçoit avec précision les personnes à proximité. Finalement, ils arrivent à l'entrée de l'école et Kunan descend de la calèche. Mirika se dépêche de le saluer, seulement pour que Kunan se mette à s'extasier sur sa beauté. Elle rit et lui renvoie ses taquineries, laissant Ixio observer en silence, stupéfait. Quel numéro! Quand Mirika se tourne pour le guider à l'intérieur, Kunan ne bouge pas tout de suite. Elle se retourne, un peu perplexe, mais Kunan est concentré, écoutant attentivement les dizaines de voix qui résonnent à l'intérieur du bâtiment. Un vrai radar! Bien que le bruit soit un peu assourdissant, pour une fois, il se sent prêt à l'affronter. Après une grande inspiration, il tend la main vers Mirika et lui demande avec un sourire coquin de le guider, comme une demoiselle en détresse, ou presque. Elle rit et accepte, lui prenant la main avec un sourire. Dans un coin plus tranquille de l'académie, Cast, la nouvelle tutrice de Kunan, ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte, se demandant pourquoi son nouvel élève était en retard. Elle savait que Kunan était le fils d'un marquis, et cette seule pensée la faisait douter qu'une personne aussi inexpérimentée qu'elle soit qualifiée pour l'enseigner. Avant qu'elle ne puisse s'enfoncer dans ses doutes, un groupe de filles à proximité commença à pousser des petits cris devant un nouveau venu absolument canon. Alors qu'elle se tournait pour voir ce qui se passait, la mâchoire lui en est presque tombée en voyant Kunan passer tranquillement, sa fiancée accrochée à son bras. Reprenant ses esprits, Cast se précipita pour le rattraper et se présenta comme son instructrice. Kunan, sans ciller, la salua d'un ton exagérément féminin, disant qu'il jouait simplement le rôle d'une gracieuse demoiselle. Cast resta figé, totalement décontenancé, jusqu'à ce que la cloche sonne et lui épargne ce moment gênant. Mirika et Ixio se dirent rapidement au revoir, laissant Kunan avec Cast, qui réalisa alors qu'elle avait probablement tiré le mauvais numéro avec cet élève un peu particulier. Non loin de là, quelques étudiants observèrent par une fenêtre les yeux rivés sur Kunan. L'un d'eux murmura que Kunan portait la marque de la cicatrice d'un héros, et ce petit commentaire fut suffisant pour irriter le prince Lyle au plus haut point. Remarquant son changement d'humeur, ses laquais firent immédiatement machine arrière, étouffant leurs compliments précédents avec des pics à peine voilés. Le prince se retourna alors brusquement et leur ordonna de le suivre, visiblement irrité. De retour avec Cast, elle prépara une salle privée pour l'examen de progression de Kunan. Elle lui demanda s'il comprenait les bases et il fit un rapide hochement de tête. Elle continua ensuite en expliquant que bien que les étudiants aient généralement de longues pauses entre les examens, Kunan serait autorisé à passer le sien plus tôt. Kunan eut l'air perplexe, alors elle ajouta que son père avait usé de ses relations avec le roi pour rendre cela possible. Kunan mentionna nonchalamment que son père était en fait assez proche du roi. Pourtant, il ne pouvait se défaire de la culpabilité que son père ait dû user de favoritisme pour lui ouvrir la voie. Il se tourna vers Cast et s'excusa de mettre la pression sur l'école à cause de son statut, mais elle fit comme si elle n'avait rien entendu.
Mais Kunan ne s'arrêta pas, il commença à se lamenter sur les magouilles de la noblesse. Essayant de changer de sujet, Cast lui tendit silencieusement la feuille d'examen. Kunan n'y jeta même pas un œil et continua de dénigrer son père corrompu, jusqu'à ce que Cast finisse par craquer et le supplie de la laisser en dehors des sales histoires de la haute société. Quelque temps plus tard, Cast s'installe seule avec les copies d'examen de Kunan. Après toutes ces tirades sur les futilités aristocratiques, elle s'était dit que ses réponses seraient un désastre total. Mais au moment où elle commence à lire, ses yeux s'écarquillent d'incrédulité car il n'avait pas seulement bien réussi, il avait tout simplement cartonné. Pendant ce temps, Kunan se dirige tranquillement vers la cafétéria pour déjeuner avec Mirika. Mais au moment où ils arrivent, le prince Lyle et son entourage leur barrent le chemin. Lyle interpelle sa sœur et Mirika commence immédiatement à tripoter ses vêtements, visiblement nerveuse. Curieux de savoir qui tentait de l'arrêter, Kunan s'avance et se retrouve nez à nez avec le prince. Quelques pas derrière, Ixio approche et se fige à la vue d'un noble confrontant son petit frère. Lyle ne perd pas de temps et lance une pique à Kunan, se moquant de ses fiançailles avec Mirika malgré son handicap. Le cœur de Mirika se serre, mais elle ne peut se résoudre à défier son frère aîné. Kunan remarque son silence et sans un mot décide que Lyle mérite une bonne leçon. Avant qu'il ne puisse agir cependant, Ixio intervient et essaie de désamorcer la situation. Mais Lyle est déjà enragé et lui ordonne sèchement de reculer. Alors Ixio reste là, ne sachant que faire. Pendant ce temps, Kunan lance secrètement un sort, aspirant l'humidité de l'air et des boissons alentour, puis la projette en douce dans le pantalon de Lyle. Kunan pointe ensuite nonchalamment la tache humide qui s'agrandit et lâche que le prince ferait bien de vérifier son pantalon. La foule autour d'eux se fige dans un silence de mort avant qu'une vague de murmures et de halètements ne se propage dans la pièce. Lyle panique et jure qu'il ne s'est pas fait dessus. Mais le mal est fait et le visage rouge, il s'en va furieux pour se nettoyer. Ixio, déjà méfiant, se tourne vers Kunan et lui demande si ce petit tour était son œuvre. Kunan hausse les épaules et feint l'innocence, prétendant qu'il est aussi ignorant que tout le monde. Le drame derrière eux, les trois s'installent enfin pour déjeuner. En mangeant sa nourriture, Kunan demande qui était ce crétin et Mirika lui dit doucement que Lyle est son frère aîné. Kunan se sent mal pour elle, se demandant pourquoi quelqu'un comme ça traiterait si mal sa propre sœur. Il regarde Ixio et le remercie d'être toujours un bon frère. Ixio force un sourire, mais à l'intérieur, il panique parce que Kunan vient d'humilier publiquement un membre de la famille royale. Mirika essaie de minimiser la situation et lui dit de ne pas s'inquiéter, mais Ixio sait au fond de lui que les ennuis arrivent, et quelque part à proximité, Lyle traverse le couloir en trombe, bouillonnant de rage après ce qui vient de se passer. Au même moment, tandis que Kunan et ses compagnons mangent, leur conversation revient sur les événements précédents. Tout le monde se cassait encore la tête, essayant de comprendre pourquoi Lyle les avait confrontés si ouvertement, sans même prendre la peine de cacher son hostilité. Mirika fut la première à prendre la parole, devinant que l'explosion de Lyle était probablement sa façon de tenter de réaffirmer son contrôle sur elle. Elle leur rappela que Lyle était le 6e prince, tandis qu'elle n'était que la 9e princesse, donc par défaut, elle se classait plus bas que lui dans l'ordre protocolaire royal, mais avec ses récentes fiançailles avec Kunan, cette dynamique avait commencé à changer. Kunan portait la cicatrice du héros légendaire et s'était déjà fait un nom comme jeune sorcier puissant, ce qui signifiait que son statut parmi les nobles avait grimpé en flèche. Et maintenant que Kunan avait officiellement fait son entrée dans la haute société, il était juste de dire qu'ils détenaient tous deux un statut plus élevé que Lyle. Kunan se gratte la tête, admettant que toutes ces histoires de hiérarchie royale sont bien trop compliquées pour lui. Mirika rit et lui dit que rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle est heureuse d'être avec lui. Cela fait sourire Kunan et il dit qu'il est content de l'entendre. Pourtant, il suggère qu'il devrait peut-être aller s'excuser auprès de Lyle juste pour éviter des drames inutiles plus tard. Mais la seconde où il le dit, Mirika et Ixio interviennent pour le faire taire, lui disant « Absolument pas, même pas y penser, c'est une idée stupide !» Le temps passe vite et bientôt arrive le jour de l'examen final de Kunan. Avant de partir, il s'offre une rapide séance d'entraînement avec génie. Pendant la pratique, il invoque une boule d'eau flottante et la transforme avec précision en un orbe de glace solide, ayant la forme exacte d'une pomme. Genie hausse les sourcils, visiblement impressionné, et remarque à quel point il s'est amélioré en si peu de temps. Cet après-midi-là, Kunan arrive à l'académie, se préparant mentalement pour l'épreuve finale. En s'imprégnant de l'atmosphère, il ne peut s'empêcher de se sentir un peu galvanisé car cet endroit ressemble et se sent comme une vraie école maintenant. La professeure Cast s'approche de lui et lui souhaite bonne chance, bien qu'elle ajoute avec un sourire qu'il n'en aura probablement même pas besoin, vu l'acuité de ses compétences actuelles. Peu après, un groupe d'étudiants se rassemble et demande à Mirika de présenter son fiancé. Comprenant l'allusion, Kunan s'avance poliment et se présente comme le fiancé de Mirika et le jeune frère d'Ixio. Avec un sourire chaleureux et un ton respectueux, il salue le groupe, disant que c'est un plaisir de les rencontrer. Ses mots et ses manières laissent une forte impression et en un rien de temps, tout le monde autour de lui commence à penser que Kunan est la définition même d'un vrai gentleman.
Pendant ce temps, Lyle se tient à l'écart, regardant silencieusement par la fenêtre, complotant déjà son prochain coup. Ses manigances sont interrompues lorsque quelques étudiants l'interpellent, lui disant de se dépêcher car l'examen final est sur le point de commencer. Lyle, ricanant, répond d'un ton suffisant qu'il se montrera quand bon lui semblera et pas avant. Les autres, visiblement nerveux, lui rappellent que l'examen a lieu en même temps pour tous, donc s'il ne vient pas maintenant, il est éliminé. Il se tourne pour regarder leur visage et sent immédiatement sa colère monter en flèche. Rien qu'à la façon dont il le regarde, il sait qu'ils ont parlé dans son dos, trop lâche pour le lui dire en face. Cette réalisation ne fait que l'énerver davantage, mais juste avant qu'il ne puisse déchaîner sa fureur, Coonan s'approche soudain avec un grand sourire, saisissant les mains de Lyle comme s'ils étaient de vieux amis. Rayonnant d'énergie, Coonan se présente joyeusement, disant qu'il n'avait pas vraiment eu l'occasion l'autre jour. Pris totalement au dépourvu, Lyle retire sa main brusquement et s'emporte, demandant qui diable a donné la permission à Coonan de lui parler et encore moins de le toucher. Coonan s'excuse rapidement, mais au lieu de reculer, il continue de complimenter Lyle avec une admiration sincère. Un compliment après l'autre, et avant même que Lyle ne s'en rende compte, son visage commence à rougir. Il essaie de garder son calme, mais la rougeur le trahit. Les autres étudiants ne peuvent s'empêcher d'éclater de rire, complètement choqués de voir Lyle aussi embarrassé, c'est une facette de lui que personne n'aurait imaginé. Quelques instants plus tard, tout le monde s'installe à leur place et l'examen final commence. Le temps passe vite et quand c'est terminé, la professeure Cast se place devant la classe pour annoncer les résultats. Au lieu d'écrire des noms ou des chiffres, elle dessine simplement une fleur au tableau, sa façon de dire que tout le monde a réussi. La classe éclate en acclamations alors que les étudiants se félicitent mutuellement, soulagés et fous de joie d'avoir réussi l'examen. Une fois tout terminé, Coonan monte dans sa calèche et fait un signe d'adieu, disant aux autres qu'il espère les revoir un jour. Dès qu'il retourne au manoir, il se replonge directement dans l'entraînement avec Jenny. Elle lui dit de faire une boule d'eau et de la diviser en 10 parties égales. Coonan le fait sans effort, puis ajoute qu'il travaillait sur quelque chose de nouveau. Avant qu'elle ne tombe à genoux, réalisant 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 peu de temps après, les deux s'installent pour réalisant qu'elle tombe à genoux. C'est alors que Jenny rassemble enfin le courage d'être honnête avec lui. Réalisant qu'elle ne tombe à genoux, qu'elle n'a vraiment plus rien à lui enseigner. Tombe à genoux, réalisant qu'elle ne tombe à genoux, réalisant qu'elle ne tombe à genoux, réalisant qu'elle ne tombe à genoux, loin derrière, réalisant qu'elle ne tombe à genoux, réalisant qu'elle ne tombe à genoux, elle continuait d'inventer de petits exercices étranges, espérant rester réalisant qu'elle ne tombe à genoux, au moment où elle réalisant qu'elle ne tombe à genoux, 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 elle lui dit réalisant qu'elle ne tombe à genoux, 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 elle s'approche de lui et pose doucement ses deux mains sur ses épaules, réalisant qu'elle ne tombe à genoux, réalisant qu'elle ne tombe à genoux, il n'y a plus rien qu'elle puisse lui apprendre, mais Coonan refuse de l'entendre. Il la supplie de continuer à créer ses exercices, même si ce ne sont que des illusions destinées à lui faire croire qu'il apprend. Il dit qu'il se fiche qu'il soit faux. Si cela l'aide à progresser, alors c'est plus que suffisant. Pourtant, Jenny ne sait pas. Elle le regarde dans les yeux et lui dit clairement et fermement qu'elle ne peut tout simplement plus le faire. Après avoir dit cela, elle tourne le dos et s'en va. En rentrant chez elle, elle repense à tout ce que Coonan a accompli, son talent, sa détermination, des choses qu'elle n'aurait jamais qu'elle ne tombe à genoux, réalisant 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 qu'elle ne tombe avant qu'elle ne tombe à genoux, réalisant avec un soupir lourd qu'il ne lui reste presque plus rien à lui apprendre. Des enfants nobles et obtenu son diplôme. Son travail, selon toutes les normes, est terminé. Coonan se sent un peu abattu, réalisant qu'il n'a jamais eu l'occasion de lui dire au revoir correctement. Mais Ixio explique que Flora n'a pas fait d'adieu, car elle savait qu'elle ne pourrait pas retenir ses larmes. En entendant cela, Coonan décide de lui écrire une lettre, quelque chose de sincère pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. Ce soir-là au dîner, Coonan évoque la démission de Jenny à son père, Arsangirion. Il explique comment Jenny se sentait incompétente pour continuer à l'enseigner, croyant que Coonan méritait quelqu'un de bien plus doué en magie pour l'aider à progresser. Pendant qu'ils réfléchissent, Paraxio se souvient soudain d'avoir entendu parler d'un sorcier royal d'élite nommé Xianli. Le nom attire instantanément l'attention de Coonan.
Sans hésiter, il dit qu'il veut que Zhongli soit son prochain professeur. Mais avant même que l'idée ne fasse son chemin, Arsène intervient et la rejette immédiatement. Il explique que demander un sorcier royal est quasiment impossible. Ces mages opèrent directement sous la couronne et ne prennent pas d'élèves privés. Ils sont trop importants pour quitter le château et n'acceptent presque jamais de requêtes extérieures. Mais au lieu de reculer, Cunan commence à échafauder un plan. Il dit qu'il accompagnera son père lors de sa prochaine visite au château, fera semblant de se perdre à l'intérieur, et quand l'un des sorciers royaux viendra l'aider, il les charmera d'une manière ou d'une autre pour qu'ils deviennent son mentor. Arsène ne laisse même pas l'idée respirer, il la rejette sur le champ, la qualifiant d'imprudente et carrément stupide, avec un taux de réussite qui dépasse à peine les 10%. Il dit à Cunan de tout oublier, mais avant que Cunan ne puisse répliquer, sa mère intervient, lançant à Arsène le classique regard de chien battu. Il n'en faut pas plus. Arsène cède instantanément, grommelant en acceptant d'en parler au roi et de voir ce qui peut être fait. Quelques jours plus tard, un grand maître du château reçoit la demande officielle de Cunan pour une tutelle royale. Au premier abord, l'homme y prête à peine attention et est à deux doigts de la jeter. Mais au moment où il remarque le nom de Cunan Gurion, porteur de la cicatrice du héros, il s'arrête, l'intérêt scintillant dans ses yeux. Après quelques jours, Cunan reçoit enfin une convocation officielle du palais royal pour comparaître devant le sorcier royal du royaume. Il monte donc dans la calèche avec son père, visiblement satisfait de la tournure des événements. Cunan remarque nonchalamment que le roi doit vraiment avoir une relation solide avec son père si une rencontre comme celle-ci a été organisée si vite, mais son père le corrige rapidement, expliquant que cela n'a rien à voir avec d'anciennes relations. La vérité est que le chef des sorciers de la cour lui-même s'était vivement intéressé aux capacités de Cunan et avait personnellement demandé une audience. Son père demande ensuite quel genre de sort Cunan peut utiliser à ce stade, et Cunan commence immédiatement à chanter avant de former une petite sphère d'eau qui se transforme bientôt en un chat noir qui se pose calmement sur ses genoux. Son père regarde avec incrédulité, disant qu'il n'aurait jamais imaginé que la magie puisse accomplir une telle chose, et tend la main pour caresser le petit chat. Il est choqué de constater qu'il ne ressemble ni à de la magie ni à de l'eau, mais exactement à n'importe quel chat ordinaire qu'il pourrait trouver dehors. Cunan explique qu'il n'a perfectionné son apparence que récemment, car avant cela, il ne pouvait créer que des animaux complètement transparents. Cependant, dernièrement, il a appris à modifier librement leur couleur. Son père joue joyeusement avec le chat pendant un moment, incitant Cunan à demander s'il devrait en adopter un vrai pour leur maison. Mais comme un père typique, il rejette immédiatement l'idée, insistant sur le fait que les chats ne feraient que salir la maison et qu'ils risqueraient de trébucher sur l'un d'eux et de se blesser. De plus, il ajoute que la mère de Cunan préfère les chiens de toute façon, donc la décision ne lui appartient pas vraiment. Peu de temps après, ils arrivent à la capitale et sont accueillis par une jeune fille aux cheveux argentés nommée Helga, la deuxième princesse du royaume et la sœur aînée de Mirica. Cunan la salue joyeusement, disant qu'il se sent incroyablement chanceux d'avoir quelqu'un d'aussi beau qu'elle comme belle-sœur. Son père se demande un instant si son fils n'est pas un peu trop charmeur pour son propre bien, mais décide de s'en inquiéter plus tard. Helga sourit et dit qu'elle a entendu beaucoup d'histoires sur Cunan de la part de sa jeune sœur et aimerait discuter longuement avec lui. Elle remarque aussi le chat et demande s'il a besoin d'une nourriture spéciale, mais au moment où le père de Cunan le pose au sol, Cunan annule le sort et le chat se fond en une simple petite flaque d'eau. Helga réalise rapidement que Cunan est bien plus talentueux qu'elle ne l'avait imaginé. Tandis que son père semble sincèrement déçu de ne pas avoir eu la chance de nommer le chat, Helga propose d'escorter Cunan jusqu'à la tour noire car son père mentionne qu'il prévoit de parler un peu avec le roi avant de rentrer chez lui. Cunan lui dit de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'après avoir visité la tour noire, il pense retrouver Mirica et peut-être l'emmener quelque part. Son père lui dit de profiter et promet d'avoir une calèche prête dès que Cunan décidera de revenir. Helga conduit bientôt Cunan vers la tour noire et lui demande nonchalamment s'il est capable de marcher seul ou s'il a besoin d'aide. Cunan dit qu'il va parfaitement bien, puis commence immédiatement à la bombarder de questions qui la laissent complètement déconcertée car chacune d'elles est incroyablement complexe en matière de magie. Elle lui dit qu'elle ne peut absolument pas suivre une discussion aussi profonde en marchant et lui demande plutôt s'il sait combien d'enfants le roi actuel a. Cunan admet qu'il n'y a jamais vraiment réfléchi. Alors Helga explique que le roi est une véritable force de la nature qui a 7 princes et 10 princesses. Elle-même est la 2e princesse tandis que Mirica est la 9e. Mais ce qui rend leur royaume particulièrement unique, c'est que la ligne de succession ne suit pas la règle habituelle où le fils aîné hérite automatiquement du trône. Au lieu de cela, ils pratiquent ce qu'on appelle une méritocratie, où chaque prince et princesse est jugé en fonction de ses capacités, de ses talents et de son dévouement à la voie choisie. Grâce à ce système, même le plus jeune enfant royal a la même chance de revendiquer le trône que l'aîné. Helga explique ensuite qu'elle s'est déjà retirée de sa propre revendication en choisissant la voie d'une mage, se consacrant entièrement à l'amélioration de ses compétences et à devenir l'une des plus grandes magiciennes du pays.
Alors qu'ils avancent dans les couloirs, Coonan ressent soudain une attraction inexplicable vers une fenêtre proche où il regarde distraitement vers une tour sombre au loin, sentant d'innombrables présences magiques différentes en émaner. Peu de temps après, Helga partage quelque chose qu'elle considère comme extrêmement important, l'avertissant qu'il y a une réelle chance qu'il soit entraîné dans la lutte de succession sans bonne raison. Elle lui conseille de ne s'aligner avec aucune faction tant qu'il n'est pas absolument certain de sa position et le met en garde de ne jamais rien dire qui pourrait être déformé et utilisé contre lui pour nuire à sa réputation. En échange de tous ces précieux conseils, Coonan décide de lui rendre la pareille en montrant à Helga un tour unique. Il gèle une fine pellicule d'eau sous ses chaussures, formant une couche de glace glissante qui lui permet de glisser, presque comme s'il patinait. Tous les deux dans les couloirs, comme une paire d'idiots insouciants, riant aux éclats, tandis que les gardes se démènent pour les rattraper, ne pouvant risquer que Helga se blesse. Mais malheureusement pour les gardes, Coonan et Helga sont bien plus rapides que prévu et parviennent à les semer. Leur chance ne dure cependant pas longtemps car un chevalier les repère et se lance immédiatement à leur poursuite. Coonan demande s'ils devraient en s'arrêter, mais Helga s'amuse bien trop et insiste sur le fait qu'ils peuvent probablement le semer. Cette confiance s'avère mal placée car le chevalier les rattrape et les traîne dehors dans le jardin où ils reçoivent une bonne réprimande. Ensuite, ils sont escortés vers la tour où Coonan est enfin présenté à Rondement Acturde, le sorcier en chef du royaume. Le simple fait de se tenir devant lui fait sentir Coonan tout petit et il réalise à quel point le monde est vaste. Il avait trouvé la magie d'Helga impressionnante, mais comparée à Rondement, elle semble d'une toute autre envergure. Rondement demande immédiatement si Coonan est né avec un blason d'eau, et Coonan le confirme, bien qu'il admette ne pas vraiment comprendre grand-chose au blason en général. Rondement explique qu'il existe 7 types de blasons qu'un mage peut posséder, chacun lié à une affinité magique telle que le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et la volaille. De plus, chaque blason est classé d'1 à 5 étoiles, faisant du blason 2 étoiles de Coonan un cas assez courant. Helga ajoute qu'elle-même est aussi une mage du vent 2 étoiles. Coonan comprend vite, plaisantant qu'il sent la différence immédiatement, disant que lui et Helga sont comme du fromage fondu américain, tandis que Rondement est plutôt comme une meule artisanale de parmesan affiné. Rondement convient que la comparaison fonctionne assez bien, puis révèle que son propre blason est en fait de 4 étoiles. Juste après, il les conduit au terrain d'entraînement en contrebas et dit à Coonan qu'il compte le tester un peu pour évaluer sa capacité magique. Coonan se sent un peu nerveux, se demandant si réussir ce test pourrait signifier obtenir un mage royal comme tuteur. Mais il n'a pas beaucoup de temps pour y penser car Rondement appelle immédiatement un étudiant plus âgé qui sert aussi de mage royal et lui demande de montrer sa magie de l'eau. Le mage entonne son sort et en un instant, d'innombrables gouttelettes d'eau éclosent dans l'air, formant un motif complexe et chatoyant. Rondement se tourne vers Coonan et lui dit calmement de surpasser la magie du garçon avec la sienne. Coonan se souvient immédiatement de ce que Jenny lui avait expliqué, que son talent ne se limite pas à créer de l'eau, mais s'étend aussi à manipuler toute eau déjà présente autour de lui. Jusqu'à présent, cela n'avait jamais été un problème, mais il n'avait jamais essayé de prendre le contrôle de l'eau créée par un autre mage. Il réalise que Rondement l'a jeté sans ménagement dans une situation que ni lui ni Jenny n'avaient jamais envisagée, le forçant à s'adapter sur le champ. Sans temps pour hésiter, Coonan décide d'essayer quand même et pousse sa volonté vers l'eau du mage aux cheveux d'argent. Au début, il a l'impression que ça pourrait marcher, mais il se heurte rapidement à un mur alors que les gouttelettes commencent à résister, fermement maintenues par la magie de l'autre mage. Rondement observe attentivement, clairement intrigué par ce qui pourrait se passer ensuite. Coonan refuse d'abandonner, déversant toute sa force et son endurance dans la tentative de forcer le contrôle. À la surprise générale, Coonan parvient à arracher 2 des sphères d'eau au mage expérimenté avant que le sort ne soit finalement désactivé. Coonan s'effondre à genoux, haletant, tandis que le mage aux cheveux d'argent admet honnêtement qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un simple garçon puisse lui arracher le contrôle de ne serait-ce que 2 sphères d'eau. Il se tourne vers Rondement et déclare qu'il prendrait volontiers Coonan comme élève, seulement pour que les autres mages s'expriment immédiatement aussi, tous exprimant leur désir d'avoir Coonan comme pupille. Rondement les fait taire aussitôt, disant qu'il veut voir plus de ce que Coonan peut faire, et dit à Coonan de créer quelque chose de son choix. Coonan transforme immédiatement sa magie de l'eau en trampoline, et sans hésitation, Rondement saute dessus, rebondissant comme s'il s'amusait comme un fou. Les autres mages s'alignent rapidement, impatients de l'essayer eux-mêmes, voulant comprendre comment cela fonctionne et s'ils pourraient le reproduire. Rondement, cependant, dit à Coonan qu'il veut qu'il passe la nuit au château, afin qu'il puisse explorer davantage les limites de ses capacités.
Kunan s'excuse et explique qu'il a déjà des projets, car il a un rendez-vous avec Mirika et doit l'emmener dîner ce soir-là. C'est alors qu'Helga demande s'il peut créer d'autres animaux avec sa magie, ou même des humains. Kunan répond qu'il peut faire les deux et forme immédiatement une poupée humanoïde faite de magie de l'eau modelée d'après sa servante. Elle n'est pas encore parfaitement au point, donc la figure est encore légèrement translucide et il n'a pas non plus peaufiné les mouvements, ce qui la rend un peu maladroite pour l'instant. Le jeune mage demande alors si la poupée peut réellement faire quelque chose et Kunan évoque la fois où il a essayé d'en faire voler une. Mais ça n'avait pas très bien marché car la poupée avait l'air plutôt ridicule en le faisant. Rondement s'y intéresse instantanément, ne laissant à Kunan d'autre choix que de faire une démonstration. Il commence à jouer avec la poupée, la faisant voler d'avant en arrière à plusieurs reprises, ce qui finit par effrayer la moitié des gens du château. Cela lui vaut encore une autre réprimande, suivie d'une série d'excuses de toutes les personnes impliquées. Peu de temps après, le soleil commence à se coucher et Rondement dit à Kunan qu'il a officiellement réussi le test et qu'il lui assignera personnellement un sorcier pour l'aider à affiner son contrôle de la magie. Kunan est ravi de la nouvelle et se précipite pour le dire à son père, qui est bien moins enchanté d'apprendre que son fils a déjà causé des ennuis 2 fois en quelques heures seulement. Il réprimande Kunan pour son imprudence avec sa magie, avant de s'en aller furieux. Peu de temps après, son père part pour retourner à leur manoir, laissant Kunan avec Helga. Elle réalise vite que Kunan doit se rendre chez Mirika, où il sera en retard pour le dîner. Helga suggère d'utiliser la magie pour y arriver plus vite, sinon ils n'y parviendront pas à temps, alors ils décident de tenter une petite expérience. Kunan crée une grande bulle d'eau et Helga utilise sa magie du vent pour la propulser, les envoyant s'envoler dans le ciel comme s'ils chevauchaient un tapis volant, atteignant la zone près des appartements de Mirika en un rien de temps. Malheureusement, Helga oublie de relâcher doucement sa magie et la coupe complètement, les faisant chuter tout droit. Ils finissent par être attrapés par le chevalier Dario pour la 3e fois de la journée, qui est visiblement excédé et leur livre encore une longue leçon de morale, tandis que Mirika attend à proximité dans sa robe, espérant toujours l'arrivée de son prince charmant. Mirika est en pleine détresse, arpentant la pièce comme si une tempête faisait rage en elle, tendue à l'extrême et presque certaine que Kunan l'avait plantée. La servante fait de son mieux pour calmer le jeu, suggérant qu'il était probablement juste retenu à l'académie, rien de plus. Heureusement, avant que la panique ne s'installe complètement, on frappe à la porte, brisant la tension. La servante se précipite pour ouvrir et là se tient un garde annonçant que Kunan est enfin là et attend dehors la princesse. Mais quand elle se retourne, elle est choquée de voir Mirika déjà affalée sur le canapé, sirotant son thé comme si de rien n'était, sereine comme une reine qui ne venait pas de paniquer 2 secondes plus tôt. Avant même que la servante n'ait pu ouvrir la bouche, Mirika avait déjà filé par la porte, marchant d'un pas décidé droit vers son fiancé. Elle aperçoit Kunan qui l'attendait en bas des escaliers où il s'excuse immédiatement d'être en retard, puis la séduit avec des mots doux, disant que la lune était magnifique ce soir malgré qu'il soit aveugle comme une taupe. Il lui tendit la main qu'elle lui donna avec un doux sourire et juste comme ça, il la conduisit à sa monture et l'emmena dans un restaurant haut de gamme. Une fois à l'intérieur, le personnel ne perdit pas de temps à leur offrir de l'eau pétillante hors de prix, des trucs chics que seuls les gens vraiment fortunés apprécieraient. Non pas que cela importait car ces deux-là ne raclaient pas les fonds de tiroir. Alors qu'il s'installait et commençait à siroter, la servante de Mirika observa discrètement la posture raffinée de Kunan et sa façon de se tenir. Purement noble. Mirika rompit le silence la première, lui demandant s'il avait eu le temps de passer à la tour noire aujourd'hui. Kunan s'illumina à la question, racontant comment il y avait rencontré sa sœur aînée et que chaque mage qu'il avait croisé était tout simplement incroyable, surtout la 2e princesse Helga. Il ajouta qu'il avait aussi réussi l'évaluation des mages, bien qu'il n'ait toujours aucune idée de qui serait son mentor. Le jeune homme continua de charmer toute la soirée et Mirika était clairement réceptive, même si sa servante trouvait encore une partie de cela un peu ringard. Mais bon, l'amour jeune c'est un peu le bazar, alors tant pis. Après le dîner, Kunan lui a sorti le grand jeu, il lui a doucement tenu le bras et lui a dit que si ce genre de dîner n'arrivait que de temps en temps pour l'instant, après leur mariage, il s'assurerait que chaque putain de nuit soit exactement comme celle-ci. Même la servante, qui levait habituellement les yeux au ciel face à ce genre de choses, fut prise au dépourvu. Peut-être que ses heures passées à regarder des extraits de romances trop dramatiques en ligne n'étaient finalement pas une telle perte de temps, car même elle dut admettre que Kunan n'était peut-être pas si ringard que ça, après tout. Mirika garda son sang-froid comme une vraie noble, calme et gracieuse, tout le long du chemin du retour, jusqu'à ce que la porte se referme derrière elle. Au moment où elle entra dans sa chambre, toute cette élégance s'évanouit. Elle tourna sur elle-même et s'effondra sur son lit, gloussant comme une enfant, le cœur battant la chamade en repensant à tout ce que Kunan lui avait promis, et elle ne pouvait plus s'arrêter de sourire. Quelques jours plus tard, Kunan était de retour à son manoir. Kunan leva la main et créa une tempête. Kunan leva la main et créa une tempête pétillante d'eau enchantée qui nettoya la saleté en quelques secondes.
Iko le remercia rapidement, mais Kounan soupira, disant qu'il était en train de terminer ce rapport et que maintenant il serait retardé. Iko leva les yeux au ciel et lui dit d'arrêter d'être un tel rat de bibliothèque reclus, mais Kounan expliqua qu'il devait tout noter tant que c'était encore frais dans sa tête. Iko rétorqua que les nerds n'attirent pas les filles et que s'il continuait à se cacher du soleil comme un troll des cavernes, il finirait petit et chétif. Kounan marqua une pause alors que la dure vérité le frappait. Les filles préfèrent vraiment les grands. Mais Iko se pencha avec un sourire taquin et dit qu'elle le choisirait quand même tant qu'il avait ce qu'il fallait là où ça compte. Ils finirent alors par se détendre à l'ombre de quelques linges qui séchaient et Kounan demanda nonchalamment si une réponse était déjà arrivée de la tour noire. C'était toujours le silence radio et il semblait qu'il n'avait pas choisi son tuteur. Mais quelques jours plus tard, comme par magie, une lettre arriva. À sa surprise, la lettre révéla que nul autre que Zhongli, l'archimage diablement charmant en personne, avait été désigné comme mentor de Kounan. Kounan ne savait pas quoi penser. Il n'avait entendu parler de ce type que par sa mère. Mais Iko était complètement fan, jurant que Zhongli était l'homme le plus sexy du monde et commença immédiatement à s'inquiéter pour son poids et ses cheveux, paniquant à l'idée de son apparence si elle le croisait par hasard. Pendant ce temps, au château, Helga rendit visite à Mirika et lui annonça nonchalamment que Zhongli avait été choisi pour enseigner à Kounan. Mirika s'illumina d'excitation, ravie que Kounan apprenne auprès du meilleur des meilleurs. Helga, en revanche, laissa échapper un soupir et admit qu'elle avait secrètement voulu ce poste. Kounan était bien plus amusant que la plupart des élèves et lui enseigner aurait été génial. En marchant dans le couloir, Mirika aperçoit ses deux sœurs aînées, Evrel et Lidalia, debout là avec des sourires suffisants plaqués sur leur visage. D'être préoccupés tout en essayant d'être préoccupés, tout en essayant clairement de semer la discorde, lançant une pique sur le fait que tout le monde parle de Kounan ces derniers temps. Puis elle lâche la bombe, disant qu'ils ne sont même pas encore mariés, juste fiancés. Donc Kounan a techniquement toujours la liberté de tomber amoureux de n'importe quelle autre princesse qui lui plaît. Cette pique frappe Mirika en plein cœur, la rendant visiblement mal à l'aise. Mais Helga ne laisse pas passer et elle réplique sans hésiter, traitant les deux sœurs de nullité de bas étage, disant que même si Kounan avait des yeux qui fonctionnent, il ne leur accorderait même pas un regard. Cela les fait taire très vite, leurs joues brûlant de rage avant qu'elles ne s'en aillent furieuses, claquant qu'Helga devrait arrêter d'agir comme une voyou et essayer d'agir comme une vraie princesse pour une fois, surtout qu'elle a déjà été réprimandée par un chevalier 3 fois. De retour au domaine de Kounan, il sirote son thé avec Iko, l'esprit vagabondant alors qu'il essaie d'imaginer à quoi ressemblerait son nouveau professeur. Pendant ce temps, Iko est dans son propre monde, rougissant intensément rien qu'à l'idée de Zhongli et de la façon dont elle pourra enfin le voir en personne. De nulle part, une calèche s'arrête dehors. Mirika en sort la première, prenant Kounan complètement au dépourvu avec sa visite surprise, mais il ne perd pas une seconde avant d'activer son charme, en faisant des tonnes sur le fait qu'il a besoin de préparation mentale pour supporter d'être près de quelqu'un d'aussi beau. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Zhongli est toujours assis à l'intérieur de la calèche, écoutant silencieusement chaque phrase gênante, se demandant dans quel pétrin il venait de se fourrer. Kounan, bien sûr, continue de plus belle, faisant même des commentaires étranges sur le fait que Mirika a probablement changé de savon. Finalement, Zhongli en a assez et sort de la calèche. Kounan se fige et perçoit instantanément le changement écrasant de présence et c'est sans l'ombre d'un doute que cet homme est Zhongli. Iko, pendant ce temps, est en pleine crise silencieuse, mais Kounan est trop concentré sur la pression qui émane de Zhongli comme un nuage d'orage. Son aura magique seul suffit à ébranler n'importe qui, et Kounan sait instantanément que ce type n'est pas seulement fort, il est d'un tout autre niveau, des ligues au-delà de tout mage que Kounan a rencontré à la Tour Noire, et il pourrait même être plus fort que le grand maître lui-même. Mirika remarque l'expression sur le visage de Kounan et lui demande si quelque chose ne va pas, mais il la repousse et s'avance pour saluer Zhongli, se présentant correctement. Zhongli hausse les épaules nonchalamment et dit qu'il s'en fiche complètement, faisant clairement savoir qu'il n'a aucune patience pour les gamins insolents. Iko, pendant ce temps, est sidéré qu'un mage puisse être aussi impoli. Pourtant, son cerveau de rat de bibliothèque trouve ça étrangement attirant. Zhongli ne mâche pas ses mots, il dit carrément qu'il n'a jamais demandé ce travail de babysitting et que le grand maître le lui a en gros refilé. Kounan, imperturbable, hausse juste les épaules et dit qu'ils sont tous obligés de suivre les règles de la politique et de l'ancienneté. Alors, quel choix ont-ils ? Dario profite de ce moment pour se présenter correctement comme le garde personnel de Mirika, tandis que Kounan lui présente de rapides excuses pour tout le chaos qu'il a semé plus tôt. Ils finissent bon par se réunir pour le thé, mais Zhongli n'est clairement pas enchanté, surtout avec Mirika et Kounan qui ne cessent de se lancer des remarques coquettes. Leurs échanges deviennent si ringards qu'il finit par intervenir, leur dit de se calmer et leur rappelle qu'il est là pour parler magie, pas pour écouter un drame d'ado à l'eau de rose. Avec un sourire en coin, il décide de taquiner un peu Kounan et lui pose une question, lui demandant si le gamin connaît quelque chose à la magie composée. Kounan répond calmement que c'est une technique avancée où le lanceur fusionne plusieurs sorts en un seul.
Zhongli pousse alors plus loin, voulant savoir combien de sorts il peut jongler à la fois. Mais la réponse qui suit le prend complètement au dépourvu. Kunan lui dit qu'il peut lancer 31 sorts à la fois et parfois pousser jusqu'à 32, bien qu'il admette que ça devient instable à ce point. Zhongli s'anime alors et admet que même lui ne peut pas dépasser 50 sorts, ce qui épate Kunan car il ne pensait pas que quiconque puisse atteindre ce nombre. Zhongli lui demande comment diable il a brisé le plafond des 20 sorts. La plupart des gens se heurtent à un mur là. Kunan hausse juste les épaules à nouveau et dit qu'il a empilé un tas de sorts ensemble, comme des blocs de construction les uns sur les autres. Zhongli ne peut s'empêcher d'être impressionné car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un découvre ce genre de technique par lui-même. Cela prend soudainement tout son sens pourquoi tant d'autres mages étaient furieux qu'il ait eu la chance de former Kunan alors qu'ils étaient là laissés de côté, même si ce sont eux qui l'avaient accueilli à la Tour Noire. À l'époque, Zhongli ne comprenait pas tout ce remue-ménage. Zhongli commence enfin à s'intéresser et se lève de sa chaise, disant à Kunan de prouver qu'il n'est pas que du vent, car il ne va pas perdre son temps avec un gamin qui ne peut pas étayer ses grandes paroles. Puis, sans ciller, il dit à Kunan de s'agenouiller et de le supplier de devenir son tuteur. Mirika pense instantanément qu'il n'y a aucune chance que Kunan s'abaisse ainsi pour être prouvé hilarante fausse alors que Kunan cède instantanément, appelant Zhongli le plus grand sorcier vivant, s'extasiant sur son odeur incroyable et plaisantant même qu'un hétéro comme lui pourrait totalement tomber amoureux d'un mage dangereusement sexy comme Zhongli. Zhongli, complètement dégoûté, lui dit de se calmer et de se taire avant que les choses ne deviennent encore plus bizarres. Puis, pour tester le petit phénomène, il lève la main et lance un sort et soudain, un épais mur de terre s'élève du sol. Il dit à Kunan de le détruire s'il le peut en utilisant toutes les astuces qu'il a, mais juste avant que Kunan ne fasse un mouvement, Zhongli lance nonchalamment une requête et dit qu'il veut essayer ce lit d'eau dont il n'arrête pas d'entendre parler. Sans perdre un instant, Kunan lance un sort et invoque un lit flottant fait d'eau. Zhongli dit qu'il supervisera de là, prend place, et au moment où il le touche, ses yeux s'écarquillent. Avant qu'il ne s'en rende compte, l'homme est aspiré dans une sieste rêveuse, assommé par la douceur ridicule. Pendant que Zhongli est évanoui au paradis du Lido, Kunan examine le mur et sent immédiatement ce qui se passe. La chose a l'air basique, mais il y a une épaisse couche d'enchantement puissant en dessous, la rendant quasiment incassable. Il s'avère que Zhongli avait empilé plus de 40 couches de magie les unes sur les autres, mais Kunan ne panique pas. Au lieu de cela, il s'assied calmement à côté de la princesse et lui verse une tasse de thé. Il se dit qu'ils vont juste se détendre jusqu'à ce que le type se réveille, et ce n'est qu'alors qu'il se donnera la peine de le briser. 2 heures s'écoulent avant que Zhongli ne se réveille enfin. Se frottant les yeux alors que le soleil plonge sous l'horizon, il regarde autour de lui, voit son mur toujours debout, et demande si Kunan a abandonné. Kunan sirote juste son thé et lui dit qu'il attendait. Et maintenant qu'il est réveillé, c'est le moment. Le garçon s'approche du mur et utilise un sort, libérant un jet d'eau savonneuse qui ronge doucement la terre. Lentement mais sûrement, le mur fond. Zhongli observe, souriant, réalisant que Kunan n'a pas essayé de le forcer brutalement, comme la plupart des idiots l'auraient fait. Au lieu de cela, il a choisi la voie intelligente et ce moment scelle l'affaire. Xin-Li l'accepte officiellement comme élève et lui dit de se tenir prêt. Dès demain, ils plongeront tête baissée dans toutes les expériences qu'il a prévues. Le lendemain matin, Xin-Li débarque à nouveau, la princesse Mirika à ses côtés, proclamant haut et fort que Kunan est le gamin le plus chanceux de tout le royaume, ayant le privilège d'étudier sous la tutelle du mage le plus élite. Kunan, déjà un pro de la flatterie éhontée, ne perd pas une seconde, se lançant à corps perdu et s'extasiant qu'il est manifestement le type le plus chanceux du monde d'être enseigné par l'homme le plus scandaleusement beau de tout l'Empire. Xin-Li esquisse un sourire, visiblement ravi, mais prévient que la séance d'aujourd'hui ne sera pas de tout repos, donc Kunan ferait mieux de ne pas s'attendre à un traitement de faveur. Kunan se lance alors dans une performance digne d'un feuilleton, se tenant la tête dramatiquement et geignant que si Xin-Li le ménageait, il penserait que l'amour s'était envolé. Xin-Li lui jette un regard de travers, un peu mal à l'aise avec ce petit bizarre collant, lui dit de se calmer un peu et le traîne à l'intérieur. Mais dès qu'ils franchissent le seuil de la pièce, l'enthousiasme de Kunan s'effondre. Il s'avère que la leçon du jour consiste simplement à recopier les mémos illisibles de Zhongli en documents propres et lisibles. Kunan comprend instantanément ce qui se passe. Xin-Li lui refile juste sa paperasse par pure paresse, ni plus ni moins. Kunan était super excité à l'idée de plonger dans de nouveaux sorts géniaux, et maintenant il est coincé à jouer les secrétaires. Pourtant, il sait qu'il n'y a pas moyen d'y échapper, alors il ravale sa fierté et accepte. Xin-Li renvoie ensuite le reste de la bande, affirmant que les papiers sont des informations nationales top secrètes que lui seul est autorisé à voir. Kunan se tourne vers Mirika, s'excuse du retard et promet de la retrouver dès qu'il aura terminé. Mirika lui offre un sourire et s'en va avec les autres. Une fois qu'ils sont partis, Zhongli dit nonchalamment à Kunan de recréer ce lit d'eau qu'il avait concocté la veille.
Kunan lance le sort avec aisance, formant un matelas d'eau doux et chaud. Sans un mot, Zunli s'y affale et s'endort instantanément, ronflant comme s'il avait démissionné de la vie, et Kunan soupire en se mettant au travail. Pendant ce temps, dehors dans le kiosque, Mirika prend Iko à part et lui confie discrètement qu'elle s'entraîne secrètement à l'épée depuis quelques jours, mais lui fait jurer de ne rien dire à Kunan. Iko est surprise car il est plutôt rare qu'une princesse s'adonne à l'escrime, mais elle hoche la tête et accepte de garder le silence. Peu après, Mirika s'équipe, saisit son épée en bois et se rend sur le terrain d'entraînement pour s'entraîner avec Dario. Il est évident qu'elle est encore novice, mais elle apprend vite, animée par un désir ardent de s'améliorer. Elle est déterminée à devenir quelqu'un digne de se tenir aux côtés de Kunan. Elle sait qu'il porte la marque du héros, ce qui signifie que la gloire et la renommée lui sont pratiquement garanties. Alors, si elle veut que les gens les considèrent comme des égaux, elle devra gagner sa place par ses propres compétences et sa propre force. De retour à l'étage, Kunan est toujours penché sur les anciens parchemins, essayant de déchiffrer ce charabia cryptique. L'écriture est si atroce qu'il est presque impossible de dire s'il regarde des lettres ou une tentative dérangée de diagramme. C'est un vrai casse-tête. Alors qu'il est en plein combat avec un mémo particulièrement indéchiffrable, Jamli se réveille enfin de sa sieste, l'air complètement rechargé. Il jette un coup d'œil à Kunan et lui demande où il en est dans son travail. Kunan répond qu'il est à peu près à mi-chemin, mais au lieu d'une tape dans le dos, Zhongli lui lance une pique disant que même un aveugle travaillerait plus vite que lui. Kunan riposte aussitôt affirmant que n'importe qui deviendrait aveugle en essayant de lire ce charabia. Il dit que l'écriture de Xiomli est si mauvaise que même un verre couvert de boue étalé sur la page semblerait plus lisible. Xinli fronce les sourcils et lui dit de ne pas insulter son écriture magistrale en la comparant à de vils insectes, mais Kunan se contente de hausser les épaules et prévient qu'il enverra sans faute une facture pour tout le travail non rémunéré qu'il a dû subir. Xinli lui dit de ne pas prendre la grosse tête, que cela fait partie de son entraînement. Kunan semble confus jusqu'à ce que Xinli explique que lire un livre donne une connaissance temporaire, le genre qui s'estompe avec le temps. Mais quand votre cerveau lutte pour interpréter quelque chose et que vos mains l'écrivent physiquement, l'information s'ancre plus profondément, elle devient une connaissance plus difficile à perdre. Kunan comprend enfin le but, hochant discrètement la tête, en réalisant que cette méthode détournée est toujours une forme d'entraînement, même si elle lui semble complètement ridicule. Alors que le soir tombe, Xinli se prépare à repartir. Il dit à Kunan de s'assurer que le reste du travail est terminé avant sa prochaine visite. Mais juste avant de sortir, Kunan l'arrête et l'interroge sur d'étranges marques sur l'un des mémos qui ressemble un peu à un sort. Xinli marque une pause, y réfléchit et dit qu'il serait plus rapide de montrer que d'expliquer. Il dit à Kunan de passer à la capitale la prochaine fois et il le lui démontrera en personne. Kunan s'illumine à cette idée et se tourne immédiatement vers la princesse, promettant qu'il la reverra bientôt. Le lendemain matin, Kunan retourne à la capitale et se prépare à entrer une fois de plus dans la tour noire. Dès qu'il apparaît, les mages royaux l'assaillent, ravis de le revoir et lui lançant un barrage de questions. Mais avant qu'il ne puisse placer un mot, Xianli apparaît et lui dit de le suivre. Helga arrête Xianli avec un regard horrifié et lui demande s'il compte sérieusement emmener Kunan dans cette pièce, la chambre des démons. Mais Xianli ne prend même pas la peine de répondre, il se tourne simplement vers Kunan et lui dit d'invoquer le lido. Kunan le lance sans accroc et comme par magie, tous les étudiants curieux sont assommés et ronflent à plein poumon. Alors qu'il continue de monter les escaliers, Xiomli se tourne soudainement vers Kunan et lui demande s'il sait quelque chose sur les armes magiques. Kunan répond que les armes magiques sont des équipements spéciaux capables de canaliser la magie d'un utilisateur. Xinli hoche la tête en signe d'approbation et explique qu'il existe des mages dont le seul travail est de fabriquer des armes magiques spécifiquement pour les magiciens royaux. Sur ce, il ouvre la porte de son bureau, révélant un espace enseveli sous des couches de poussière et jonché de parchemin du sol au plafond. Les yeux de Kunan s'illuminent, il bourdonne littéralement d'excitation en plongeant dans le désordre, feuilletant parchemin après parchemin, tombant sur des tonnes de sorts qu'il n'avait jamais vus ni essayés auparavant. En fouillant plus profondément dans la pile, il trouve un livre de magie rare, un de ceux qui ne sont distribués qu'aux mages royaux d'élite, et annonce fièrement qu'il va user d'un bon vieux népotisme à l'ancienne pour mettre la main dessus. Il se retourne souriant et dit à Zhongli qu'il veut rester ici pour toujours. Xinli ricane et lui dit qu'il n'a pas besoin d'y vivre car un jour, tout l'endroit pourrait être à lui s'il le désire, c'est une promesse. Puis il se concentre sur une boîte au centre de la pièce, expliquant qu'il développe un appareil magique depuis des mois et que le diagramme que Kunan a vu hier était en fait le plan de cette invention même. Kunan s'avance et ouvre la boîte pour n'y trouver absolument rien. Perplexe, il lève les yeux vers Zhongli et demande à quoi cette chose est censée servir. Zhongli explique qu'il travaille sur une machine capable de donner aux gens tout ce qu'ils veulent sans lever le petit doigt. Par exemple, si quelqu'un veut une pomme, la machine la produirait. Les yeux de Kunan s'illuminent à nouveau, disant qu'il adorerait quelque chose comme ça, mais avec des crêpes à la place, ce serait parfait. Xiemli hoche la tête et dit qu'avec la magie de l'eau de Kunan, ils peuvent enfin commencer les tests et peut-être même la rendre publique.
Il dit que sa magie de la Terre peut gérer le cadre extérieur, tandis que le contrôle de l'eau de Kunan est parfait pour fabriquer les délicats mécanismes internes. Kunan réalise que cette chose pourrait bien changer la donne et accepte de faire équipe avec lui sur le projet. Peu de temps après, ils descendent déjeuner où le directeur des mages commence à discuter avec Kunan d'une légendaire école de sorcellerie et de magie, un endroit où des mages des 4 coins du monde se rassemblent pour étudier. Kunan n'en a jamais entendu parler et l'idée l'enthousiasme, mais Zinli lui dit de ne pas s'emballer. Seuls les mages âgés d'au moins 12 ans sont éligibles pour postuler. Et comme Kunan n'a que 10 ans pour l'instant, il ne peut encore rien faire, il doit patienter. 2 ans s'écoulent depuis ce moment et le jour arrive enfin où Zonli met Kunan à l'épreuve. Ils se tiennent devant Mirika et les autres et Kunan se prépare, prêt à répondre à tout ce que Xeomli est sur le point de lui lancer avec sa magie de l'eau. Xeomli esquisse un sourire entendu et lance une rafale de pointes de terre fonçant droit sur Kunan. Sans hésiter, Kunan combine plusieurs sorts, formant des gouttelettes d'eau qui absorbent l'impact et renvoient l'énergie sous la forme d'une vague déferlante qui se brise juste au pied de Zhangli. Zhenli sourit et déclare que Kunan a réussi. Et Kunan, rayonnant de fierté, est absolument fou de joie en entendant les mots pour lesquels il a tant travaillé. Après cela, ils retournent à l'intérieur de la maison où Aiko sort une marmite magique qui produit instantanément une tarte fraîchement cuite, rien qu'avec de la magie. Mirika prend une bouchée et dit que ça a le goût de sortir tout droit du four. Même Kunan admet que leur invention a clairement été un succès retentissant sur le marché, bien qu'ils ne puissent s'empêcher de se plaindre de n'en avoir pas vu un seul sou, tous les bénéfices finissant mystérieusement dans les poches de Zunli. Plus tard, à l'intérieur du bureau, Mirika regarde autour d'elle et souligne que Kunan et Xinli ont déjà travaillé ensemble sur plus de 5 appareils magiques couronnés de succès. Kunan ajoute qu'un autre est actuellement en cours de développement et qu'ils ont également publié 5 nouvelles théories magiques dans leur dernier manuel de magie. Xinli se tourne vers lui et lui dit de ne plus s'inquiéter de l'appareil inachevé, lui rappelant qu'il aura 12 ans ce printemps et qu'il devrait commencer à se préparer pour l'école de magie. Au début, Kunan refuse catégoriquement de partir, insistant sur le fait que Xinli est le seul professeur dont il a besoin, mais Xianli explique qu'en tant qu'utilisateur de magie de la Terre, il y a une limite à ce qu'il peut lui enseigner sur la magie de l'eau. De plus, le monde est vaste et l'école de magie regorge de mages de l'eau incroyablement puissants. Kunan hésite encore, mais Mirika lui donne le coup de pouce final, lui disant de partir et de devenir un grand sorcier, un vrai de vrai. Plus tard cette nuit-là, après avoir fait ses derniers adieux à Xunli, Kunan retourne à son bureau et réfléchit aux dernières années écoulées. Il réalise qu'il s'est tellement habitué à percevoir le monde sans utiliser ses yeux qu'il a complètement oublié son plus grand rêve, se créer une paire d'yeux fonctionnels. Il comprend que la seule façon de concrétiser ce rêve est de devenir plus fort en tant que mage, et cela ne peut arriver que s'il est formé par un véritable spécialiste de la magie de l'eau. Plusieurs jours passent, Kunan étant consumé par l'obsession de créer de vrais yeux. Il expérimente sans arrêt, échouant encore et encore. Puis, un matin tranquille, il a enfin le déclic, la révélation. Il réalise qu'il a trop réfléchi, cherchant des solutions trop complexes, alors que la réponse était en fait simple. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un miroir, quelque chose qui puisse refléter le monde et transmettre cette image directement à son cerveau, afin qu'il puisse comprendre ce qu'il voit. Avec cette idée bien ancrée, il se met immédiatement au travail, et peu de temps après, il ouvre les yeux pour la toute première fois de sa vie et contemple la scène devant lui. Des larmes commencent à couler, une autre première, puis il se promène lentement dans la pièce, fixant les livres, puis se dirige vers la fenêtre pour voir son propre reflet. Et c'est là qu'il remarque un monstre insecte massif se tenant silencieusement derrière lui. À sa grande surprise, le crabe reste là, immobile comme une statue, et après un court instant, Kunan commence à réaliser que cette chose n'est pas du tout dangereuse en fait. Haussant les épaules, il se tourne vers son invention et utilise la magie pour invoquer un miroir juste devant lui. Depuis qu'il avait choisi la voie de la magie, il avait fait un vœu personnel. Une fois qu'il aurait fini de se fabriquer une nouvelle paire d'yeux, la première chose qu'il ferait serait de jeter un bon et long regard à la seule personne qu'il ne supportait pas, lui-même. Il se souvient comment ses parents et les serviteurs se démenaient constamment juste pour s'assurer qu'il ne se blesse pas. Alors que le miroir prend forme, il ouvre enfin les yeux et fixe intensément son reflet. Il remarque qu'il n'est pas très grand et qu'il n'a même pas l'ombre d'une barbe, mais après tout, il n'est encore qu'un enfant. Il se tourne vers le crabe et essaie d'engager la conversation, mais le crabe reste silencieux, fixant toujours droit devant lui, complètement immobile comme auparavant. Kunan appelle Iko et elle apparaît instantanément sans perdre une seconde. Elle ne jette même pas un coup d'œil au crabe et se lance directement en demandant à Kunan s'il avait besoin de quelque chose. Puis elle aperçoit un étrange orbe magique flottant à côté de lui et plus important encore, voit que ses yeux sont ouverts. Ses yeux s'illuminent alors qu'elle demande avec excitation s'il a vraiment réussi son coup et s'est donné des yeux fonctionnels. Kunan sourit et hoche la tête et Iko se jette immédiatement sur lui, l'acclamant et le serrant fort dans ses bras.
Mais ce faisant, elle fait tomber l'orbe magique en l'air qui tourne follement et rend Coonan étourdi comme jamais. En riant, elle insiste pour qu'il le dise à son père tout de suite et dit qu'elle prépare un énorme dîner ce soir pour le célébrer. Coonan regarde à nouveau le crabe, toujours avec ce même visage inexpressif, et envisage un instant de demander à Iko de le jeter dans la marmite et de le servir pour le dîner. Il se tourne vers elle, puis remarque soudainement quelque chose d'étrange. Elle semble avoir une corne qui lui sort de la tête. Il plisse les yeux et demande si elle a sérieusement une corne sur la tête. Iko rit et lui dit que la corne n'apparaît que lorsqu'elle est en colère, mais disparaît quand elle se sent bien. C'est une particularité. Coonan ne sait pas trop comment prendre ça, mais pour une raison quelconque, il n'arrive pas du tout à imaginer Iko avec une corne. Puis ça lui fait tilt. S'il veut sérieusement améliorer son jeu de séduction et devenir un vrai charmeur naturel, il doit commencer à s'entraîner dès maintenant. Alors, sans perdre une seconde, il commence à flirter, lui disant que la corne lui donne un air étonnamment féroce. Iko le fixe, totalement incertaine de la façon de répondre à cela, alors ils sortent tous les deux comme si de rien n'était sans un mot de plus. C'est la première fois que Coonan peut vraiment voir le monde extérieur de ses propres yeux, et il se tient dans le champ ouvert, fixant une vue à couper le souffle de vastes plaines herbeuses, de montagnes lointaines et d'un château se dressant fièrement au centre. Mais étrangement, ce qu'il voit n'est pas ce que verrait une personne normale. Au lieu de cela, toutes les couleurs semblent inversées, comme si les réglages n'y étaient qu'y déréglés et n'avaient jamais été correctement calibrés. Le soleil lui apparaît d'un noir absolu. Le ciel bleu vif ressemble à un violet délavé, et l'herbe est devenue d'un bleu pâle et sans vie. Même Coonan se sent mal à l'aise car aucun des livres n'a jamais mentionné un soleil noir ou un ciel violet. Et quelque chose cloche clairement, c'est évident. Iko s'approche derrière lui, l'aide à enfiler une cape pour le protéger du froid et lui dit qu'il devrait se diriger vers le manoir de ses parents pour partager la bonne nouvelle. Coonan décide enfin de poser la question qui le tracasse depuis un moment et demande si elle peut voir l'énorme crabe qui se tient juste derrière lui. Iko suppose que Coonan raconte juste des bêtises de fantaisiste et lui dit que s'il invente une histoire, il devrait au moins la rendre vraiment cool dedans. Coonan réalise rapidement qu'il est inutile de discuter avec cette femme, alors il continue tôt de traverser la prairie, crabe inclus, vers le manoir de son père. Il sait que l'expérience a été un énorme succès puisqu'il peut voir le monde maintenant. Pourtant, quelque chose continue de le tarauder, lui donnant l'impression que quelque chose a mal tourné pendant le processus et qu'il ne devrait pas voir certaines des choses qu'il voit. Une fois à l'intérieur du manoir, il voit enfin son frère pour de vrai cette fois, et sa mère et son frère sont tous deux submergés de bonheur en apprenant qu'il peut enfin voir. Sa mère fond en larmes en souriant en le regardant, tandis que son frère le félicite d'avoir accompli quelque chose que personne n'avait jamais réussi à faire auparavant. Coonan, cependant, ne peut pas vraiment se concentrer sur toutes ces bêtises émotionnelles parce que ce qu'il voit est complètement fou. Son frère a une paire d'ailes époustouflantes, comme s'il sortait tout droit d'une parade de la fierté. Pendant ce temps, les yeux de sa mère sont de deux couleurs complètement différentes. Coonan pense qu'ils ont tous les deux l'air incroyablement cool et se demande pourquoi personne ne lui a jamais rien dit de tout ça avant. Il dit à sa mère qu'elle ressemble à une héroïne tout droit sortie d'une pièce de princesse et admet que même son frère a l'air ridiculement cool aussi. Il se tourne vers son frère et lui demande sans détour si leurs parents sont une sorte d'anges au rabais. Mais comme tout le monde dans cette famille, son frère prend les questions directes comme une attaque personnelle et hausse les épaules, disant qu'il ne sait pas vraiment. Coonan se tourne ensuite vers Iko et demande si les gens de ce monde peuvent réellement faire pousser des ailes, seulement pour qu'elle se lance dans une explication trop compliquée qui répond à tout sauf à la question. Elle dit à Coonan que tout le monde naît avec des ailes et qu'il vient juste de débloquer les siennes en atteignant son plein potentiel. À ce moment-là, Coonan réalise qu'il est complètement entouré de fous. Il décide que le crabe, la corne, les yeux bizarres et les plumes aléatoires sont toutes des hallucinations, des choses que lui seul peut voir, ce qui signifie clairement que quelque chose ne tourne pas rond, c'est certain. Soudain, il entend son père entrer en courant dans la pièce et se demande quelle absurdité il va voir cette fois. Et bien sûr, son père a l'air de sortir tout droit d'une émission de jeu télévisé avec une punition ratée. Son père le félicite joyeusement pour son exploit et dit qu'il enverra immédiatement un message à la capitale concernant le succès de Coonan. Tout le monde finit par partir, ne laissant que Coonan et son frère. Coonan se dit que c'est l'occasion d'obtenir de vraies réponses et demande nonchalamment si leur père a toujours été une telle limace dégoulinante, un vrai pot de colle. Son frère lui dit instantanément de se taire, avertissant que si leur père entendait des mots aussi brutalement honnêtes, il se mettrait probablement à pleurer sur le champ. Coonan se contente de soupirer et de sourire, pensant que l'étrangeté combinée de cette famille ne suffirait même pas à alimenter une lampe de bureau cassée. Il décide qu'il est préférable de garder toutes les questions sérieuses pour quelqu'un avec un cerveau fonctionnel comme son professeur. Le lendemain, ses prières sont exaucées. Un carrosse royal arrive de la capitale, transportant la princesse Sardario et Zionli en personne. Coonan se précipite pour saluer Mirika et l'accueille au manoir à bras ouverts. Mirika rayonne littéralement de joie. Ravie que Coonan puisse enfin revoir, elle le félicite d'avoir accompli quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Mais Coonan garde toujours les yeux fermés, terrifié que sa future épouse puisse ressembler à une catastrophe aux yeux globuleux. Un vrai cauchemar, Mirika lui dit doucement d'ouvrir les yeux, voulant qu'il la voie telle qu'elle est vraiment.
Kunan ouvre lentement les yeux et la regarde attentivement. Il remarque sa posture digne, ses magnifiques cheveux blonds scintillant au soleil comme d'innombrables brins d'or, et son sourire doux et posé d'une manière qui semble presque irréelle. Au moment où il commence à penser qu'au moins sa fiancée n'a rien d'étrange, il aperçoit une seule plume posée juste sur le dessus de sa tête. Il pousse un soupir las, c'est un non-sens absolu, mais Mirika le comprend complètement de travers et commence à se sentir mal à l'aise, pensant qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Kunan active immédiatement ses instincts de charmeur naturel et la rassure, la comparant à une plume de colombe flottant librement dans le ciel. Juste à ce moment-là, Dario sort du carrosse et ajoute nonchalamment que cette colombe s'est rapidement améliorée à l'épée et qu'à ce stade, elle est plus un faucon qu'une colombe, c'est clair. Kunan remarque alors une épée éthérée éblouissante reposant sur le dos de Dario et l'interroge instantanément à son sujet. Dario cependant suppose qu'il parle de son arme habituelle et commence à divaguer sur l'acier, comment il a été forgé dans le feu et comment il a lui-même vu le processus une fois, c'est une longue histoire. Kunan comprend vite que l'épée lumineuse n'est pas réelle du tout, ses yeux lui jouent encore des tours. Soudain, il entend la voix de Zhongli derrière lui et lève les yeux, mais il est aveuglé par une lumière dorée écrasante qui émane de lui, si intense qu'il ne distingue plus rien à travers l'éblouissement. Kunan se protège les yeux et demande s'il est vraiment le professeur, disant qu'il ne voit absolument rien tellement il brille. Zinli, pensant que Kunan le flatte, répond fièrement qu'il est toujours rayonnant, débordant d'éclat. Kunan ne sait pas comment faire comprendre à ces idiots égocentriques ce qu'il essaie de dire. Toujours les yeux couverts, il dit à Zonli qu'il doit lui parler en privé et réussit à l'entraîner dans une pièce séparée où il lui explique enfin tout ce qu'il a vu. Zinli éclate de rire, trouvant ça ridicule, incapable de croire que Kunan voit Mirika comme une fille avec une plume aléatoire qui lui sort de la tête. Kunan rétorque, lui disant de ne pas prendre ça à la légère, car il ne veut absolument pas épouser Miriko, alors qu'il se balade avec un crabe géant à ses côtés et que sa future femme a une plume sur la tête sans aucune raison. Zunli réfléchit aux raisons pour lesquelles Kunan voit le monde avec des couleurs qui ne correspondent pas à la réalité. Après un instant, il retient deux explications possibles. Premièrement, Kunan aurait pu débloquer la capacité de percevoir la forme de l'âme d'une personne, ce qui signifierait que le crabe est une manifestation directe de la sienne. Et la seconde est que Kunan pourrait souffrir d'une grave maladie magique qui perturbe sa vision et le fait halluciner. Dianli se souvient d'une fois où il a traversé une forêt tellement saturée d'énergie magique que ça l'avait rendu violemment malade. Il se sentait ivre, désorienté et voyait des créatures bizarres flotter autour de lui. Kunan sent immédiatement que ça correspond assez bien à son expérience, mais Zinli lui dit qu'ils n'ont tout simplement pas assez d'informations pour dire quelle théorie est la bonne. Puis, comme dernière réflexion, Zinli mentionne que chaque animal perçoit le monde avec des couleurs différentes, ce qui ne signifie pas que leur vision est défectueuse. Il dit à Kunan de considérer sa propre vue comme un don rare, pas un problème. Quand ils ressortent, le soleil se couche déjà. Zinli éclate de rire à nouveau en imaginant Mirika avec une seule plume qui lui sort de la tête. Cette nuit-là, ils se sont tous réunis pour fêter le 12e anniversaire de Kunan, ce qui marque aussi le début d'un tout nouveau chapitre de sa vie, car dès le lendemain, il part pour l'Académie de magie. Son père lui offre donc un bâton en bois finement ouvragé, sa mère lui donne un tout nouveau set de plumes, et son frère lui tend un gros livre rempli de recommandations culinaires, en gros le Yelp de leur époque. Plus tard cette nuit-là, Mirika lui offre enfin son cadeau aussi, un bracelet qui fait partie d'un ensemble assorti. Kunan lui dit à quel point elle va lui manquer et promet de revenir la voir dès que possible. Tous deux se tiennent de la main en silence sous le clair de lune, partageant un moment qu'aucun d'eux n'oubliera. Le lendemain matin, toute sa famille se rassemble pour lui dire au revoir. Sa mère a déjà les larmes aux yeux, tandis que son père lui dit de rester forte, car si Conan la voit pleurer, il pourrait craquer aussi et ne pas pouvoir partir. À la surprise générale, rien de tout ça n'arrive. Kunan ne ralentit même pas. Il zappe les câlins, monte directement dans la calèche, lance un « A+, la famille !» décontracté et leur dit qu'il reviendra peut-être dans quelques années, ou pas, qui sait. Et sur ce, il s'installe confortablement à côté d'Iko et se penche en arrière, imaginant déjà tous les nouveaux visages qu'il rencontrera à l'académie et se demandant à quel point les sorciers là-bas pourraient être puissants. Kunan et Iko voyagent pendant 5 jours d'affilée et après ça, Iko commence à s'agiter et demande combien de temps il faudra avant qu'ils n'atteignent enfin l'académie. Kunan explique que l'académie est en fait très loin d'où ils sont maintenant, donc de manière réaliste, ils devraient s'attendre à presque 1 mois complet de voyage avant d'y arriver. Il comprend déjà qu'Iko a pris sa décision de ne pas l'accompagner à l'académie, mais il lui demande quand même si elle est complètement sûre de ce choix. Iko répond qu'elle est en âge de se marier depuis un bon moment et qu'elle veut trouver un mari et s'installer pour enfin commencer sa propre vie. Elle insiste sur le fait que si elle continue à voyager à ses côtés, elle deviendra trop vieille pour obtenir des propositions décentes.
Selon elle, c'est sa seule fenêtre d'opportunité, car si elle la laisse filer maintenant, ce serait comme abandonner complètement l'idée de construire une vie. Koonan essaie de la culpabiliser un peu et lui demande si elle croit vraiment qu'il peut se débrouiller sans elle à ses côtés. Iko rétorque que si c'est vraiment ce qu'il ressent, alors serait-il prêt à écarter la princesse Mira et à la choisir elle comme épouse à la place ? Koonan se tait instantanément, pleinement conscient qu'il n'a absolument aucune réplique à cela, et tourne son regard vers la fenêtre de la calèche où il remarque enfin le domaine de son grand-père qui se dresse au loin. Ils atteignent finalement le manoir et Koonan essaie de se souvenir de la dernière fois qu'il a visité cet endroit. Iko s'en souvient parfaitement et lui fait remarquer qu'il y a environ 4 ans, Koonan a traîné toute sa famille ici. Dès qu'il a découvert que son grand-père possédait une immense bibliothèque remplie de textes magiques, il est devenu obsédé. À l'époque, il cherchait désespérément n'importe quel moyen de maîtriser la magie, alors il a pratiquement forcé sa famille à voyager avec lui. Il est même allé jusqu'à faire une danse virale embarrassante et dramatique jusqu'à ce qu'il cède enfin et accepte de faire le voyage. Koonan a souri quand la porte derrière lui s'est ouverte et que son grand-père est sorti joyeusement, les bras grands ouverts, déclarant qu'il lui avait terriblement manqué. Koonan répond à l'enthousiasme et court droit dans ses bras, et tous deux commencent à s'étreindre fortement. Koonan jette ensuite un coup d'œil avec son œil magique et voit son grand-père avec plusieurs cornes démoniaques sur la tête, puis marmonne avec une pointe de sarcasme que son grand-père ressemble à un diable, tandis que sa mère est un ange. Son grand-père annonce alors que pour célébrer l'admission de Koonan à l'Académie de magie, il lui achètera absolument tout ce qu'il désire comme cadeau. Iko essaie rapidement d'intervenir, se racle la gorge et dit qu'avant qu'il ne s'emballe, la mère de Koonan lui a demandé de lire la lettre qu'elle a envoyée. Mais le vieil homme semble l'ignorer complètement et continue de demander à Koonan s'il veut des pierres précieuses, allant même jusqu'à réclamer qu'un bijoutier soit convoqué sur le champ. Iko l'interrompt à nouveau, insistant pour qu'il lise d'abord la lettre de sa fille, alors il la ramène dans son bureau. Il sort ses lunettes de lecture et fronce presque instantanément les sourcils, car sa fille avait clairement anticipé ses habitudes de dépenses et avait fixé une limite stricte à ce qu'il pouvait dépenser pour Koonan. Déclarant que cela ne devait pas dépasser 5000 $, il grommelle de frustration, arguant que 5 $, c'est pratiquement de la monnaie de poche dans cette économie. Koonan fait calmement remarquer qu'il n'a que 12 ans et Iko ajoute que 5000 $ équivalent à environ 2 mois de son salaire. Le grand-père, cependant, est toujours déterminé à acheter quelque chose d'extravagant, murmurant à Koonan que ça ne ferait pas de mal s'il gardait bien sa secret de sa mère. Mais Koonan dit que la seule chose qu'il veut vraiment en ce moment, c'est une nouvelle femme de chambre car Iko ne restera plus avec lui à partir de maintenant. Son grand-père présente aussitôt la remplaçante, Rinko, qui s'avère être la sœur cadette d'Iko et qui a aussi une corne sur la tête. Elle salue Koonan poliment et explique qu'elle a accepté le poste parce que sa sœur l'a recommandé et que le salaire est assez décent. Elle mentionne qu'elle économise pour son mariage à venir et qu'elle a déjà un fiancé, donc elle n'est pas intéressée par les blagues de mauvais goût. Koonan la rassure en lui disant qu'elle n'a rien à craindre car lui-même est fiancé à une charmante jeune femme et dit qu'ils devraient valoriser leur partenaire par-dessus tout. Rinko hoche la tête, ajoutant qu'elle et son fiancé prévoient d'ouvrir leur propre boutique un jour, alors elle met aussi de l'argent de côté pour ce rêve. Peu de temps après, les femmes de chambre commencent à dresser la table du dîner. Rinko admet qu'elle s'attendait à un gamin gâté et arrogant parce qu'il porte soi-disant la cicatrice du héros, mais Koonan semble en fait étonnamment décontracté. Iko explique que Koonan est généralement tellement absorbé par sa magie qu'il oublie parfois complètement de manger, alors Rinko devrait garder des sandwichs prêts pour qu'il grignote pendant qu'il travaille. Ce commentaire ramène un flot de souvenirs à Iko sur tout ce qu'elle a vécu avec lui. Quand le père de Koonan l'a embauché spécifiquement pour s'occuper de son fils excentrique, elle ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais avec le temps, elle s'est sincèrement attachée à lui et ils ont traversé d'innombrables hauts et bas ensemble. Elle se souvient du premier jour où il a mis son uniforme scolaire et de la première fois où il a réussi à la voir de ses propres yeux. Ces souvenirs lui serrent la poitrine et elle se tourne vers Rinko, lui disant que peu importe la célébrité de Koonan, il n'est encore qu'un enfant. Cela signifie qu'il a tendance à faire trop facilement confiance aux gens, donc ce sera désormais la responsabilité de Rinko de le protéger de tout danger, quelle que soit sa forme. Rinko dit que Koonan a une aura naturellement charmante et sait exactement comment flatter une femme, ce qui fait de lui un véritable aimant ambulant pour toutes les filles de l'académie. Avec ce genre de bagou, il y a de fortes chances qu'il se transforme en un véritable briseur de cœur. Iko ne supporte même pas l'idée et s'en prend à sa sœur pour qu'elle arrête, insistant sur le fait que Koonan est un ange littéral et ne s'abaisserait jamais à quelque chose comme ça. Le lendemain, Koonan finit de faire ses affaires et se prépare à partir quand Iko entre dans sa chambre pour l'informer que la calèche est prête et l'attend. Il la remercie sincèrement pour tout ce qu'elle a fait pour lui jusqu'à présent, disant qu'il ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui sans son soutien. Il mentionne que plusieurs années pourraient s'écouler avant qu'ils ne se revoient.
Et Iko lui dit de ne pas s'inquiéter car elle l'attendra et sera probablement mariée d'ici là, peut-être même avec son propre enfant dans les bras. Ils partagent une étreinte chaleureuse et après, Kunan monte dans la calèche avec Rinko. Son grand-père lui demande désespérément de rester et de vivre secrètement au manoir à la place. Mais Kunan ignore la supplique et fait signe au cocher d'avancer, laissant derrière lui son grand-père et Iko. Sur la route, Kunan se tourne vers Rinko et lui demande si elle est vraiment d'accord de laisser son fiancé pendant tant d'années, car il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant qu'ils ne se retrouvent. Rinko l'assure que ce n'est pas un problème car ils en ont déjà discuté en profondeur. Puisqu'ils économisent pour l'entreprise qu'ils veulent se lancer, l'argent est nécessaire. Kunan devient curieux et demande quel genre de boutique ils comptent ouvrir. Rinko répond qu'ils ont opté pour un restaurant parce qu'elle aime vraiment cuisiner. Et si jamais ça ne marche pas, peut-être qu'ils finiront dans une émission de cuisine de télé-réalité et auront le privilège de se faire griller par un chef de renommée mondiale. Au fil des jours, ils approchent progressivement de leur destination jusqu'à ce qu'ils entrent enfin dans le royaume de Durashik, célèbre pour son lien profond avec la magie. Ils se promènent dans les rues et Rinko remarque rapidement que presque tout en ville tourne autour de la magie. En passant devant une boutique, Kunan aperçoit plusieurs livres de magie fascinants, exposés en vitrine et entre immédiatement pour les regarder. Il est époustouflé par la variété disponible, mais Rinko se demande ce qui les rend si spéciaux, alors que son grand-père possède déjà une immense bibliothèque avec des milliers de volumes. Kunan explique qu'il a déjà terminé tous les livres de la collection de son grand-père, et bien qu'il n'y en ait pas eu tant que ça purement axé sur la magie, cette boutique se spécialise entièrement dans les grimoires magiques, dont beaucoup sont exceptionnellement rares. Rinko lui demande alors s'il compte acheter quelque chose, mais Kunan lui dit qu'il faudrait débourser une somme folle pour ça. Rinko jette un coup d'œil discret à l'étiquette de prix d'un livre et manque de s'étouffer en voyant qu'un seul volume peut coûter jusqu'à 5 millions de dollars. Elle dit qu'elle pourrait travailler plusieurs vies sans jamais gagner une telle somme et que même un quart de ce montant suffirait à lancer son restaurant et quelques succursales supplémentaires. Kunan se contente de rire et explique que ces grimoires magiques sont absolument uniques. C'est précisément pourquoi en posséder un seul coûte une fortune ridicule. Juste avant qu'ils ne sortent, une femme portant des lunettes les approche et demande à Kunan s'il est un magicien étudiant à l'académie. Kunan lui offre un sourire poli et dit qu'il n'est qu'un candidat pour l'instant. La femme semble intriguée et lui demande de démontrer quel genre de magie il peut exécuter. Kunan décide de faire un peu son show et conjure un minuscule chat avec sa magie. Le coup fait mouche car elle attrape instantanément le chat et commence à le câliner, disant que c'est l'une des choses les plus adorables qu'elle ait jamais vues. Kunan lui demande si elle est magicienne aussi, mais elle répond qu'elle n'a pas été bénie avec assez de talent pour ça. Pourtant, elle adore la magie, alors elle a choisi de travailler dans ce domaine quand même. Elle ajoute que cette année à Durashik sera particulièrement intense car la sainte du royaume sacré s'inscrit également à l'académie. Ensuite, elle sort un livre affirmant que c'est une première édition écrite par le légendaire sorcier Sionli et dit qu'elle est prête à le lui vendre avec une réduction généreuse. Mais Kunan refuse poliment et sort avec Rinko. Elle lui demande pourquoi il a refusé une si bonne affaire, mais Kunan répond calmement que le livre était très probablement une copie qu'il avait personnellement produite à l'époque où il collaborait avec Zunli lui-même. Ensuite, ils entrent dans une autre boutique qui vend toutes sortes de vêtements imaginables. Rinko commence à essayer différentes tenues pendant que Kunan passe ses mains sur les tissus en sentant attentivement les textures. Il demande au commerçant de quelle créature provenait la fourrure et l'homme répond qu'elle a été prise sur un renard sombre. Kunan marque une pause d'une seconde puis crée nonchalamment un renard sombre juste devant lui. Le commerçant manque de faire une crise cardiaque car l'animal semble complètement réel au toucher, ce qui le laisse totalement déconcerté. Alors Kunan explique qu'il peut reproduire n'importe quoi tant qu'il comprend exactement ce que ça ressent. L'esprit du commerçant commence à divaguer et il demande maladroitement si Kunan pourrait aussi lui créer une femme. Ce commentaire met Rinko hors d'elle et elle s'en prend au type désespéré pour qu'il se contrôle, le traitant carrément d'insulte avant de sortir en trombe du magasin. Ils laissent que la petite ville derrière eux et se dirigent vers la capitale de Durashik. Après quelques jours de route, ils arrivent enfin et sont immédiatement accueillis par la vue d'une immense académie de magie, bien plus grandiose que Kunan ne l'avait jamais imaginé. Rinko demande comment ils sont censés gérer les arrangements de logement et Kunan lui dit de se détendre car ils demanderont simplement une chambre de dortoir, où elle pourra rester avec lui. Mais une fois à l'intérieur, leur optimisme est anéanti lorsque la réceptionniste les informe que tous les dortoirs sont déjà entièrement occupés et qu'il aurait dû soumettre une demande bien plus tôt s'il voulait une place. Ne sachant pas quoi faire ensuite, ils ressortent et Rinko suggère qu'ils pourraient aussi bien prendre une chambre d'hôtel à la place. Kunan secoue la tête, soulignant qu'ils sont censés rester ici plusieurs années et vivre à l'hôtel aussi longtemps viderait rapidement leurs finances. Il envisage de trouver un endroit à louer à la place.
Juste à ce moment-là, la réceptionniste les rattrape et leur tend une pile de dépliants listant les agents immobiliers locaux qui peuvent montrer des propriétés à proximité. Les yeux de Cunan s'illuminent instantanément à l'idée de louer une maison entière juste pour eux deux et de vivre indépendamment comme ils le faisaient autrefois dans son pays natal. Le même jour, ils réussissent à obtenir une belle maison située près de l'académie. Le lendemain, ils retournent à l'académie pour l'examen d'entrée, mais la réceptionniste informe Rinko qu'elle n'est pas autorisée à aller au-delà de ce point, car seuls les étudiants et le personnel peuvent entrer. Rinko tente même de lui glisser un pot de vin, mais cette tactique ne mène à rien, alors elle attend dehors pendant que la réceptionniste, nommée Lobella, escorte Cunan le long d'un couloir et le conduit sur un vaste champ herbeux, où 3 autres candidats se tiennent déjà prêts pour leur évaluation. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié le résumé et que vous êtes impatient de voir le prochain épisode, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos résumés quotidiens.